La lettre arriva un mardi matin, apportée par un cavalier couvert de poussière qui avait voyagé pendant 3 jours depuis Cheyenne. Silas Boone se tenait à la porte de son ranch délabré, plissant les yeux sous le soleil brûlant du Wyoming, tandis qu'il prenait l'enveloppe. Ses doigts queuilleux, marqués par des années de brûlures de cordes et de fusillades, tremblaient légèrement lorsqu'il reconnut l'écriture. De Jeremiah, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le cavalier, qui montait déjà sur son cheval pour partir. Silas attendit que le bruit des sabots s'estompe avant de briser le sceau. Le parchemin craqua dans l'air sec lorsqu'il le déplia, révélant l'écriture soignée de son vieil ami. Sil, j'ai appris le décès de ta mère. Martha était une femme formidable, et je sais que sa perte te pèse lourdement. Un homme ne devrait pas rester seul dans cette grande maison, surtout après tout ce que tu as traversé. J'ai pris la liberté d'organiser quelque chose. Il y a une jeune femme, Clara May Henderson, qui a besoin d'un nouveau départ. Elle a 23 ans, elle est instruite et sait s'occuper d'une maison. Plus important encore, elle a besoin d'un endroit sûr et vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à gérer les choses. Elle arrivera le 15 si vous êtes d'accord. Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir immédiatement. Votre ami Jeremiah Wall. Silas relut la lettre 2 fois avant de la plier soigneusement et de la glisser dans la poche de sa chemise. Une épouse commandée. Cette idée le mettait mal à l'aise. À 35 ans, il avait depuis longtemps renoncé à l'idée d'avoir une compagne. Les guerres Comanches lui avaient pris quelque chose, le laissant vide à des endroits qui ne pouvaient être comblés. Les années passées comme chasseur de primes n'avaient pas aidé. Trop de sang sur les mains, trop de fantômes le poursuivant à travers la prairie. Mais Jeremiah avait raison sur un point. Le ranch était trop grand pour un seul homme, surtout depuis le décès de sa mère. Le potager avait déjà commencé à se flétrir et il avait du mal à suivre le rythme entre la cuisine, le ménage et les exigences du bétail. Le 15, cela lui laissait 5 jours pour se préparer ou pour envoyer un message afin de l'empêcher de venir. Il resta longtemps debout dans l'embrasure de la porte, regardant le vent courber l'herbe de la prairie avant de retourner dans la maison vide. Clara May Henderson pressa son visage contre la vitre de la diligence, regardant le paysage passé de la relative civilisation de Cheyenne à l'étendue sauvage et indomptée du territoire du Wyoming. Son reflet la regardait depuis la vitre, sa peau pâle rendue encore plus pâle par sa robe de voyage noire, ses yeux bleus qui avaient trop vu. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon sévère qui ne cachait en rien sa jeunesse. Les autres passagers avaient depuis longtemps cessé d'essayer d'engager la conversation avec elle. Elle avait perfectionné l'art de passer inaperçue, de se faire petite et silencieuse. C'était plus sûr ainsi. Willow Creek Station, annonça le conducteur, et Clara sentit son estomac se nouer. Nous y étions, c'était le terminus. Le début de quoi? Elle n'en savait rien. Silas Boone n'avait que les assurances de Jeremiah Walsh, selon lesquelles il était un homme honnête qui avait connu des moments difficiles. Mais elle avait déjà fait confiance à la parole d'un homme, et cette confiance l'avait presque détruite. Pourtant, elle n'avait pas le choix. L'argent avait disparu, les opportunités étaient épuisées. Ce mariage arrangé était sa dernière chance d'avoir quelque chose qui ressemblait à une vie. La diligence s'arrêta brusquement devant un modeste bâtiment qui servait à la fois de magasin général et de bureau de poste. Clara rassembla son sac de voyage, tout ce qu'elle possédait au monde, et laissa le cocher l'aider à descendre. Ses jambes tremblaient, mais elle ne savait pas si c'était à cause du long voyage ou de la peur. Elle ne pouvait pas dire Clara May Henderson. La voix était grave, rauque comme du papier de verre. Elle se retourna et vit un homme debout à côté d'un chariot usé par les intempéries. Son chapeau était rabattu sur ses yeux pour se protéger du soleil de l'après-midi. Lorsqu'il releva la tête pour la regarder correctement, elle dut réprimer un cri. Silas Boone n'était pas comme elle l'avait imaginé, grand et mince, avec le genre de force qui vient du travail acharné plutôt que de l'exercice physique. Son visage était buriné, mais pas vieux, marqué par des rides qui témoignaient d'un regard tourné vers des horizons lointains. Ses cheveux noirs, plus longs que la mode ne l'exigeait, bouclaient légèrement au niveau de son col. Mais ce sont ses yeux qui l'ont captivé, gris comme des nuages d'orage, reflétant une lassitude qui correspondait à la sienne. Oui, parvint-elle à dire, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il l'étudia longuement, et elle eut le sentiment troublant qu'il voyait clair dans son jeu. Puis il s'avança, sans se rapprocher trop, et prit son sac. Je m'appelle Silas. Le ranch est à environ 1 heure de route. Il marqua une pause, semblant chercher ses mots.
Vous avez besoin de quelque chose au magasin avant de partir? Elle secoua la tête, ne se fiant pas à sa voix. Il acquiesça et chargea son sac dans le coffre du chariot avec une douceur qui la surprit. Lorsqu'il lui tendit la main pour l'aider à monter sur le siège, elle hésita un instant avant de l'accepter. Sa paume était rugueuse, chaude, et il la lâcha dès qu'elle fut installée. Le trajet commença dans le silence. Clara garda les mains jointes sur ses genoux, le dos raide malgré les secousses du chariot sur la piste chaoteuse. À côté d'elle, Silas maniait les rênes avec une aisance compétente, sa présence à la fois rassurante et terrifiante. Elle lui jeta des regards furtifs sous ses cils, essayant d'évaluer à quel genre d'homme elle s'était liée. Jeremiah ne parlait pas beaucoup, dit-il enfin, sa voix couvrant le grincement des roues et du harnais. Juste que tu avais besoin d'un nouveau départ. Oui. Le mot sortit trop brusquement, trop rapidement, elle adoucit son ton. Je veux dire, oui, c'est vrai. Il acquiesça sans poser d'autres questions. Le silence s'installa à nouveau entre eux, mais il semblait différent maintenant, moins tendu, plus contemplatif. Le paysage défilait en vagues brunes et dorées. Elle n'avait jamais vu un tel vide, un espace aussi vaste où rien ne venait remplir l'air et le ciel. Elle se sentait petite, insignifiante, mais aussi étrangement libre. Il n'y avait pas de murs ici, pas de serrures aux portes, pas de bruit de pas dans le couloir la nuit. C'est le ranch, dit Silas en pointant du doigt devant lui. Clara suivit son geste et vit un groupe de bâtiments s'élever de la prairie comme des navires sur une mer d'herbe. La maison principale était simple mais solide, construite en rondins avec une cheminée en pierre qui témoignait de sa permanence. Une grange se trouvait à proximité, ainsi que diverses dépendances et un corral. Ce n'était pas grandiose, mais cela semblait sûr et solide. En s'approchant, elle put voir les signes d'un récent abandon. Un potager envahi par les mauvaises herbes, du linge qui aurait dû être rentré depuis plusieurs jours, un volet cassé pendu de travers. La touche féminine avait disparu d'ici, et récemment. Ma mère est décédée il y a 2 mois, dit Silas, comme s'il lisait dans ses pensées. J'ai fait de mon mieux, mais... Il haussa les épaules, un geste qui en disait plus long que les mots. Toutes mes condoléances, dit Clara, sincèrement. Elle savait ce que c'était que de perdre la seule personne qui se souciait de votre vie ou de votre mort. Il arrêta la charrette devant la maison et serra le frein. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Puis Silas descendit et contourna la charrette pour venir à sa hauteur. Cette fois, lorsqu'il lui tendit la main, elle la prit sans hésiter. « Je vais vous montrer l'intérieur, dit-il. Vous pouvez prendre la chambre de ma mère. C'est la plus grande. Je prendrai la chambre du fond. Ce n'est pas nécessaire. Si ça l'est. Son ton ne souffrait aucune discussion. Mais ce n'était pas dur. Vous aurez besoin d'intimité pendant que vous vous installez. Elle le suivit dans la maison, ses yeux embrassant tout d'un seul coup. La pièce principale servait à la fois de cuisine et de salon, avec une grande cheminée à une extrémité et un poêle à l'autre. Le mobilier était simple mais de bonne facture, recouvert à présent d'une fine couche de poussière. À travers une porte, elle pouvait voir ce qui devait être la chambre principale. Une autre menait à ce qui semblait être une pièce plus petite à l'arrière. Les toilettes sont à l'arrière, dit Silas en posant son sac dans la grande chambre. Il y a un puits avec de l'eau potable, des vendeurs de racines, mais je crains que ma cuisine ne soit pas très bonne. Je sais cuisiner, dit rapidement Clara, et nettoyer et m'occuper du jardin. Je sais conserver les aliments, raccommoder les vêtements, soigner les animaux malades. Doucement, l'interrompit-il, et elle se rendit compte qu'elle parlait trop vite, trop désespérément. Je ne cherche pas de domestique, Mel Henderson. Juste, il s'interrompit, cherchant ses mots. Juste quelqu'un pour partager la charge. La gentillesse dans sa voix la bouleversa presque. Elle s'était préparée à des exigences, des attentes, à une rapide mise en place d'une relation de propriété. Cette attention particulière était en quelque sorte plus effrayante que ne l'aurait été l'agressivité. « Je vous laisse vous installer, » poursuivit-il. « Le dîner est généralement servi au coucher du soleil. Je serai dans la grange si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta sur le seuil. « Jeremiah est un homme bon. Il ne vous aurait pas envoyé ici s'il ne pensait pas que... Je voulais juste que vous le sachiez. » Puis il disparut, le bruit de ses bottes s'estompant sur le porche.
Clara se retrouva seule dans la chambre qui flottait encore d'un léger parfum de lavande et de vieillesse. Lentement, prudemment, elle s'assit sur le bord du lit et s'accorda un instant, un seul, pour trembler. Le soir tomba rapidement dans la prairie. Clara avait passé l'après-midi à explorer la maison, à se familiariser avec l'emplacement des choses, à faire mentalement l'inventaire de ce qu'il fallait faire. La liste était longue, mais pas insurmontable. Elle avait commencé par faire chauffer de l'eau et laver la vaisselle qui s'était accumulée, trouvant un étrange réconfort dans cette tâche simple et familière. Elle se tenait maintenant devant la cuisinière, remuant une casserole de haricots qu'elle avait trouvée en train de tremper. Silas avait dû les mettre à cuire ce matin-là. Elle y avait ajouté du lard salé provenant du garde-manger, des oignons sauvages du jardin et des herbes séchées qu'elle avait trouvées suspendues dans le cellier. L'odeur emplissait la cuisine, chaleureuse et réconfortante. Elle entendit ses bottes sur le porche et se raidit, mais se força à continuer de remuer. La porte s'ouvrit, laissant entrer une odeur de chevaux, de cuir et de sueur. « Ça sent bon, dit-il, et elle pouvait entendre la surprise dans sa voix. « Ce ne sont que des haricots, répondit-elle sans se retourner. Il y a du pain de maïs dans le four. Elle l'entendit se diriger vers le lavabo, le bruit de l'eau, le frottement rugueux de la serviette. Lorsqu'elle se retourna enfin, il se tenait debout, indécis, près de la table, son chapeau à la main. « Asseyez-vous, dit-elle. C'est prêt. » Ils mangèrent presque en silence. Les seuls bruits étaient le cliquetis des cuillères contre les bols et le crépitement du bois dans la cheminée. Clara picorait dans son assiette, son estomac trop noué pour accepter beaucoup de nourriture. Silas mangeait régulièrement mais lentement, comme s'il naviguait lui aussi en terrain inconnu. « C'est très bon, dit-il finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai repas à cette heure. Merci. » Elle se leva pour débarrasser la table, ayant besoin de bouger, de s'occuper les mains. « Je peux vous aider. » « Non. » Le mot sortit trop brusquement. Elle l'adoucit. « Je veux dire, je me débrouillerai. Vous devez être fatigué après votre journée de travail. » Il l'observa un instant, puis acquiesça. « Je vais réparer le harnachement sous le porche, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Une fois qu'il fut parti, Clara se permit de respirer. Elle lava la vaisselle lentement, méticuleusement, prolongeant la tâche en regardant par la fenêtre. Elle pouvait le voir sous le porche, travaillant à la lumière d'une lanterne. Ses mains bougeaient avec assurance sur le cuir, et elle se surprit à observer le rythme régulier de son travail. C'était sa vie désormais. Cette maison, cet homme, ce vaste vide tout autour. Elle avait peut-être troqué une prison contre une autre, mais au moins celle-ci avait un ciel au-dessus d'elle et un vent qui chantait la liberté. Lorsque la nuit fut tombée, elle alluma des bougies et se dirigea vers la chambre. Ses maigres possessions semblaient ridiculement petites dans cet espace. Elle se déshabilla rapidement, enfila sa chemise de nuit avec des mains qui tremblaient légèrement. Puis elle s'assit sur le bord du lit, à l'écoute. La maison était calme, à l'exception du craquement du bois et du bruit lointain de Silus qui s'affairait. Après ce qui lui sembla être des heures, elle l'entendit entrer, entendit ses pas, s'arrêter devant sa porte, avant de continuer vers l'arrière de la maison. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de s'allonger, remontant la couette jusqu'à son menton. Elle resta éveillée longtemps dans la nuit, fixant le plafond, se demandant ce qu'elle avait fait. Dehors, un coyote hurla, un son solitaire et sauvage. Quelque part dans l'obscurité, une porte s'ouvrit. Des pas traversèrent le sol, s'arrêtèrent, puis continuèrent à l'extérieur. À travers la fenêtre, elle vit une ombre se diriger vers la grange. Il lui laissait de l'espace, réalisa-t-elle, préférant dormir avec les chevaux plutôt que sous le même toit, au moins pour cette nuit. Cette attention la fit déglutir, les larmes aux yeux. Elle se leva et alla à la fenêtre, observant la grange, où une faible lumière brillait maintenant à travers les fissures. Le vent se leva, faisant claquer le volet mal fermé et emportant avec lui le murmure incessant de l'herbe. Au loin, les montagnes se dressaient comme des sentinelles noires contre un ciel étoilé. Clara appuya sa paume contre la vitre froide et se fit une promesse. Elle gagnerait sa place ici. Elle travaillerait dur, se rendrait utile, serait invisible si nécessaire. Elle ne donnerait à cet homme aucune raison de regretter sa gentillesse. Elle survivrait. Elle était devenue très douée pour survivre. La lumière dans la grange finit par s'éteindre. Clara retourna se coucher, tirant les couvertures autour d'elle comme une armure. Demain apporterait son lot de défis, mais pour cette nuit,
elle était en sécurité. La porte n'avait pas de serrure, mais cela la faisait se sentir plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des années, alors que le sommeil finissait par l'emporter. Elle crut entendre au loin le son d'un harmonica jouant une mélodie triste, mais ce n'était peut-être que le vent. Les jours se succédaient avec un rythme aussi prévisible que le lever du soleil. Clara se levait avant l'aube pour allumer le feu et préparer le petit déjeuner. Silas était déjà dehors avec les chevaux, vérifiant les clôtures ou s'occupant du bétail. Ils mangeaient ensemble dans un silence prudent, puis se séparaient pour la journée de travail. Elle s'occupait de la maison, du jardin, conservait ce qu'elle pouvait des légumes mourants. Ils travaillaient au ranch, ne rentrant que pour le repas de midi avant de disparaître à nouveau jusqu'au dîner. Cela faisait maintenant 2 semaines et ils avaient mis au point une danse élaborée pour s'éviter. Si elle était dans la cuisine, il trouvait une raison d'être sous le porche. S'il entrait à l'improviste, elle se souvenait soudainement de quelque chose à faire dans une autre pièce. Il ne parlait que du nécessaire, du besoin d'aller chercher des fleurs en ville, d'une clôture à réparer, d'un veau tombé malade. Clara se surprenait à l'observer quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. La façon dont il se déplaçait avec économie et détermination, sans jamais faire de gestes inutiles, la douceur avec laquelle il s'occupait des chevaux, leur parlant à voix basse, de manière à ce qu'elle ne puisse pas vraiment entendre. Les fois où elle l'avait surpris debout à la limite de la propriété, fixant quelque chose que lui seul pouvait voir à l'horizon. Ce matin-là était différent. Elle pouvait le sentir dans l'air. Elle le voyait dans la façon dont Silas s'attardait devant son café au lieu de partir directement. « Je dois aller en ville », dit-il finalement. « Des provisions, je m'en doutais. Si tu as besoin de quelque chose en particulier, je peux te faire une liste, » proposa Clara. « Ou tu peux venir avec moi. » Ces mots semblèrent le surprendre autant qu'elle. Il s'éclaircit la gorge. « Je suis resté enfermé ici pendant un certain temps. Ça te ferait du bien de voir la ville, de rencontrer des gens. » Les mains de Clara s'immobilisèrent sur l'assiette qu'elle était en train de sécher. L'idée de la ville, des gens, des questions, des regards et des murmures lui nouaient l'estomac. Mais elle regarda Silas, vit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir sur son visage et se surprit à acquiescer. « Je vais chercher mon bonnet. » Le trajet jusqu'à Willow Creek les fit passer devant plusieurs autres fermes. Silas les lui montra. La propriété des Gurrett, le ranch des Hendricks, la petite ferme de la veuve Morrison. Il raconta brièvement l'histoire de chacune d'elles. Des gens bien, pour la plupart des travailleurs acharnés, du genre à s'occuper de leurs affaires. À l'approche de la ville, Clara prit conscience de son apparence. Sa robe était propre, mais délavée, manifestement confectionnée à partir d'un autre vêtement. Ses mains étaient déjà rugueuses à force de travailler. Que penseraient ces gens de la femme commandée par correspondance de Silas Boone? Ils en parleront, dit Silas doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. Ils en parlent toujours quand il y a quelque chose de nouveau, mais ça passera. La rue principale de Willow Creek n'avait rien de spécial, juste un ensemble de bâtiments en bois qui semblaient ne pouvoir être emportés par un coup de vent. Mais elle était animée, pleine de vie et d'activité. Des charrettes encombraient la rue. Les hommes se saluaient, des femmes vêtues de robes en calicot se déplaçaient entre les magasins, des paniers au bras. Silas s'arrêta devant le magasin général et l'aida à descendre. Elle remarqua immédiatement le silence soudain qui s'était abattu sur les conversations voisines, les regards qui se tournaient vers eux. « Madame Boone !» Une voix féminine rompit la tension. Clara se retourna et vit une femme d'âge moyen vêtue d'un tablier à fleurs sortir de ce qui devait être la boulangerie. « Bon sang, Silas, tu ne nous avais pas dit que tu t'étais marié. »« Madame Patterson, » dit Silas en touchant le bord de son chapeau. « Voici Clara. »« Clara, quel joli prénom, » dit Madame Patterson en lui souriant avec une chaleur sincère. « Vous devez venir prendre le thé un de ces jours. Je suis sûr que vous avez des histoires à raconter sur l'endroit d'où vous venez. Ce n'est pas souvent que nous voyons de nouveaux visages à Willow Creek. » Avant que Clara n'ait pu répondre, d'autres personnes s'approchèrent. Elle se retrouva entourée de visages curieux qui la bombardèrent de questions. D'où venait-elle? Comment avait-elle rencontré Silas? Que pensait-elle du Wyoming? Elle répondit du mieux qu'elle put, en restant vague mais polie. Du Missouri, par l'intermédiaire d'un ami commun, le Wyoming était certainement spacieux. À côté d'elle, Silas se tenait comme un mur protecteur, sa présence étrangement réconfortante. « Allons, allons, laissez respirer cette pauvre fille. »
Une voix masculine retentit. La foule s'écarta pour laisser apparaître un homme corpulent arborant une étoile de shérif sur son gilet. « Tom Morrison », dit-il en soulevant son chapeau. « Bienvenue à Willow Creek, Madame Boone. » Clara remarqua que son regard s'attardait sur Silas. Quelque chose de tacite passa entre les deux hommes. Une vieille histoire, cependant. Bonne ou mauvaise, elle ne saurait le dire. « Nous devrions aller chercher ses provisions, » dit Silas, à l'intérieur du magasin général. Clara essaya de se concentrer sur la tâche à accomplir pendant que Silas discutait avec le propriétaire du prix des céréales. Elle examinait un rouleau de calicot bleu lorsqu'elle entendit des voix provenant de l'allée voisine. « Je suis surprise qu'il ait trouvé quelqu'un de disposé à le faire, » disait une femme, après ce qui s'est passé avec les Comanches et toutes ces années passées à chasser les hommes pour de l'argent. « Chut, Edith, la guerre a changé beaucoup d'hommes. Peut-être, mais le sang ne s'enlève pas si facilement. » Cette pauvre fille n'a probablement aucune idée de ce dans quoi elle s'est embarquée. Les mains de Clara se crispèrent sur le tissu. Elle se força à s'éloigner, à examiner la sélection de fils avec une intense concentration, mais les mots résonnaient dans son esprit. Le sang ne s'enlève pas si facilement. « Trouvez quelque chose qui vous plaît, » dit-elle, surprise. Silas se tenait derrière elle, un sac de farine en équilibre sur l'épaule. « Je ne fais que regarder, » répondit-elle. Il scruta son visage et elle vit la compréhension poindre dans ses yeux. Il serra la mâchoire, mais se contenta de dire « Prenez ce dont vous avez besoin. Nous avons un crédit ici. » Le trajet du retour fut plus silencieux que celui de l'aller. Clara serrait le petit paquet de fils et de boutons qu'elle avait sélectionnés, l'esprit en ébullition. Elle savait que Silas avait un passé. Quel homme n'en avait pas, mais l'entendre parler si ouvertement, mentionner avec désinvolture le fait d'avoir tué. « Tu te poses des questions, » dit-il alors qu'ils quittaient la ville. « À propos de ce qu'ils ont dit ?» Clara ne répondit rien, ne sachant pas comment réagir. « C'est vrai. En grande partie. J'ai été éclaireur pour l'armée pendant les guerres. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. » Après cela, il haussa les épaules. « Il faut bien manger. La chasse aux primes rapportait bien et j'étais doué pour ça. Pourquoi as-tu arrêté? » Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, un matin, je me suis réveillé et je ne me souvenais plus du visage du dernier homme que j'avais capturé. Mort ou vivant, cela m'était désormais égal. J'ai compris qu'il était temps de rentrer chez moi. Ils écrivirent en silence après cela, mais c'était un silence différent. Ce n'était plus l'évitement prudent des semaines précédentes, mais quelque chose de plus lourd qui attendait avec vérité. Ce soir-là, après le dîner, au lieu de se retirer sous le porche, Silas resta à table. Clara vaquait à ses tâches du soir, consciente de sa présence, de la façon dont il semblait préparer quelque chose. « Ma mère disait, une maison a besoin de rire pour devenir un foyer, » dit-il enfin. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait plus eu de rires ici. Clara s'interrompit dans son balayage. Était-elle heureuse ici? Assez heureuse? Elle aimait mon père passionnément. Elle l'avait suivi ici depuis l'Ohio alors que tout le monde disait qu'elle était folle de le faire. Après sa mort, elle était restée pour moi. Elle disait que cette terre était désormais dans notre sang. Elle ne pouvait pas partir, même si elle le voulait. Comment est-il mort? Une ruée de bétail. J'avais 12 ans. Il se frotta le visage, paraissant plus vieux à la lumière de la lampe. Elle ne s'était jamais remariée, disant qu'un grand amour suffisait pour toute une vie. Clara reprit son balayage, ne sachant pas comment réagir à cette franchise inattendue. Ils partageaient la même maison depuis 2 semaines, mais étaient encore des étrangers l'un pour l'autre. À présent, en l'espace d'une journée, les barrières tombaient et elle n'était pas sûre d'être prête. Le lendemain matin, le temps était gris et humide, annonçant des orages. Clara se réveilla avec une lourdeur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec le temps. Elle s'habilla rapidement et se rendit à la cuisine, où elle trouva Silas déjà présent. Le café était prêt. « Une tempête approche, dit-il. Il faut déplacer le bétail vers des terres plus élevées. Cela pourrait prendre la majeure partie de la journée. » Elle acquiesça, soulagée à l'idée de se retrouver seule. Mais alors qu'elle le regardait se préparer à partir, vérifier son fusil, remplir sa gourde, elle ressentit une inquiétude inattendue. « Fais attention. » Il s'arrêta à la porte, elle se retournant vers elle avec surprise. « Je le suis toujours. » La matinée s'écoula tranquillement. Clara se plongea dans les tâches ménagères, essayant de chasser ses pensées tourbillonnantes. Elle frotta des sols déjà propres,
réorganisa des placards qui n'en avaient pas besoin, tout pour occuper ses mains et son esprit. À midi, le ciel s'était assombri, prenant la couleur d'un hématome frais. Le vent fouettait l'herbe et elle pouvait sentir la pluie dans l'air. Elle venait d'entrer dans le jardin pour mettre à l'abri ce qu'elle pouvait lorsque la première vague de vertige la frappa. Pas maintenant, pensa-t-elle désespérément, mais son corps avait son propre calendrier. Le monde bascula, sa vision s'assombrit sur les bords. Elle tomba à genoux parmi les stuteurs de haricots, luttant pour rester consciente, mais l'obscurité gagnait rapidement du terrain. Sa dernière pensée cohérente fut qu'au moins Silas n'était pas là pour voir ça. Elle revint à elle trop lentement, prenant d'abord conscience de la pluie sur son visage, puis des bras puissants qui la soulevaient. La panique la traversa comme un éclair. Elle se débattit faiblement, laissant échapper un son qui était à la fois un sanglot et un cri. Doucement, doucement, la voix de Silas rauque d'inquiétude. « C'est moi. Tu es en sécurité. » Mais la sécurité n'était qu'une illusion, et ses mains sur son corps, même à travers plusieurs couches de tissu trempé, l'emmenaient ailleurs, quelque part où les portes étaient verrouillées, où des pas résonnaient dans la nuit et où des mains prenaient ce qu'elles voulaient. « Non, haleta-t-elle, toujours en se débattant. « S'il te plaît, non. » Il la posa immédiatement par terre, recula et leva les mains. « Clara, regarde-moi. Tu t'es évanouie dans le jardin. J'essaie juste de te ramener à l'intérieur. » La pluie tombait maintenant plus fort, collant ses cheveux à son visage. Elle cligna des yeux lentement, revenant au présent, au Wyoming, à un homme qui avait reculé dès qu'elle avait montré sa peur. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Il n'y a pas de quoi. Tu peux marcher? » Elle essaya de se lever et vacilla sans qu'il lui ait demandé. Il la souleva à nouveau, mais différemment cette fois, en prenant soin de la toucher le moins possible. Le visage grave, il la porta jusqu'à la maison et l'installa doucement sur une chaise près du feu. « Je vais vous chercher de l'eau, dit-il, mais elle attrapa sa manche. « Comment? Je pensais que vous étiez avec le bétail. J'ai vu que l'orage arrivait plus vite que prévu. J'ai pensé qu'il valait mieux vérifier ici. » Il se libéra doucement. « Laissez-moi aller chercher cette eau. » Clara était assise, frissonnante, pendant qu'il s'affairait dans la cuisine. Quand il revint avec une tasse, elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement. La vue de cet homme fort et compétent, tremblant, brisa quelque chose en elle. « Je suis malade, » dit-elle sans détour. « Depuis des années. Les évanouissements vont et viennent. Parfois, j'ai des signes avant-coureurs, parfois non. » Il absorba cette information en silence, puis demanda « Que dit le médecin? » Un rire amer lui échappa. Les médecins coûtent cher et mon ex-mari ne croyait pas qu'il fallait gaspiller de l'argent pour les problèmes féminins. Le visage de Silas s'assombrit. « Vous avez déjà été marié. » Ce n'était pas une question, mais elle acquiesça quand même. « Il est mort il y a 8 mois. » Son cœur a lâché. Elle ne put empêcher le soulagement de transparaître dans sa voix. « C'est pour ça que vous aviez besoin d'un nouveau départ. » En partie, elle serra la couverture plus fort autour d'elle. « Je n'ai rien, Monsieur Boone. Pas de famille, pas d'argent, pas de maison. Quand M. Walsh m'a écrit à votre sujet à propos de cette opportunité, cela m'a semblé être le salut. Mais à la place, vous m'avez offert un ranch en ruine et un homme qui a du sang sur les mains. Nous avons tous nos démons, dit-elle doucement. Ils restèrent assis en silence tandis que la tempête faisait rage dehors. Finalement, Silas se leva. Vous devriez vous reposer. Je m'occuperai des animaux. Le bétail a atteint les hauteurs avant que le pire ne frappe. Ils tiendront le coup. Il s'arrêta à la porte. Clara, la prochaine fois que vous sentirez un malaise arriver, prévenez-moi. Je ne peux pas vous aider si je ne suis pas au courant. Après son départ, elle se dirigea vers la chambre sur des jambes chancelantes. Alors qu'elle changeait ses vêtements mouillés, elle aperçut son reflet dans le petit miroir. Des ombres pâles et fines sous ses yeux. Pas étonnant qu'il se soit inquiété. Mais il l'avait laissé partir dès qu'elle le lui avait demandé, avait pris du recul, lui avait laissé de l'espace. Son défunt mari aurait vu sa faiblesse comme une opportunité. Cette nuit-là, la tempête continua de s'abattre sur la maison. Clara resta éveillée, écoutant le vent hurler, pensant à l'homme qui dormait une fois de plus dans la grange pour lui laisser la paix. Elle pensait au sang sur les mains et aux fantômes qui vous suivaient jusqu'à la maison. Peut-être était-ce cela. 2 âmes blessées essayant de trouver quelque chose comme la rédemption dans cette terre hostile. Peut-être était-ce suffisant.
Le tonnerre grondait à travers la prairie comme la voix de Dieu. Et Clara ferma les yeux, priant sans mots pour quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La tempête de neige arriva 3 jours avant Noël, dévalant des montagnes comme une avalanche de fureur blanche. Clara avait déjà vu la neige dans le Missouri, mais jamais rien de tel. Un mur blanc compact qui effaçait le monde au-delà des fenêtres. Un vent qui hurlait comme un être vivant. Sal s'était affairé frénétiquement pour se préparer, apportant du bois supplémentaire, mettant les animaux à l'abri, clouant des planches sur les fenêtres les plus vulnérables. Maintenant, ils étaient piégés. La petite maison, une île dans une mer de froid meurtrier. Cela pourrait durer 3 jours, voire une semaine, dit-il en ajoutant une autre bûche au feu. Nous avons suffisamment de provisions et les animaux sont à l'abri. Il suffit d'attendre que cela passe. Clara acquiesça, essayant de ne pas montrer sa panique grandissante. La maison lui semblait soudain très petite, les murs trop proches. Depuis des semaines, ils avaient maintenu une distance prudente, s'évitant de manière chorégraphiée. À présent, ils n'avaient plus nulle part où se réfugier. Le premier jour se passa assez tranquillement. Clara raccommodait des vêtements tandis que Silas réparait le tac. Chacun était absorbé par sa tâche. Il vérifiait à tour de rôle la grange grâce à la corde qu'il avait tendue entre des bâtiments, une bouée de sauvetage dans la neige aveuglante. Le deuxième jour apporta de l'agitation. Silas faisait les 100 pas comme un loup en cage, vérifiant et revérifiant les fenêtres, tandis que Clara réorganisait les placards déjà bien rangés. À la troisième nuit, le silence était devenu insupportable. Ils s'assirent près du feu après le souper, le vent hurlant sa chanson sans fin à l'extérieur. Clara raccommodait des chaussettes lorsqu'elle remarqua que Silas sortait quelque chose de sa poche, une petite flasque en argent. Du whisky, dit-il en croisant son regard, à des fins médicinales. Et il prit une gorgée, puis la surprit en la lui tendant. Après un moment d'hésitation, elle l'accepta. L'alcool brûlait, mais il réchauffait aussi, détendant quelque chose dans sa poitrine. Mon mari, mon premier mari. Il buvait, dit-elle en lui rendant la flasque. Mais pas comme ça. Passe calmement et avec modération. Il buvait méchamment. Silas reboucha la flasque, la posa sur le côté. Quel âge avais-tu quand tu l'as épousé? 16 ans. Le mot avait un goût amer. Mon père lui devait de l'argent. Il ne pouvait pas payer. J'étais le règlement. Le feu crépitait, envoyant des étincelles dans la cheminée. Dehors, la tempête faisait rage. Il avait 47 ans, continua-t-elle, surprise par son besoin de le dire. Edgar Thornton, il possédait un magasin de tissus. Il avait une belle maison dans la meilleure rue. Tout le monde disait que j'avais de la chance. En avais-tu? Non. Simple, définitif. Il aimait collectionner de belles choses. Des assiettes peintes de France, des oiseaux en cristal, une femme assez jeune pour être sa fille, et il était très pointilleux sur la façon dont ses possessions étaient exposées. Elle sentait le regard de Silas posé sur elle, mais elle garda les yeux fixés sur son ouvrage. La première fois que je lui déplaisais, j'avais brûlé son dîner. J'étais encore en train d'apprendre à cuisiner sur sa cuisinière sophistiquée. Il était resté très calme. Il avait dit qu'il comprenait que des accidents pouvaient arriver. Puis il m'avait emmené dans la chambre et m'avait expliqué très soigneusement pourquoi les femmes devaient être plus prudentes. Ses mains s'étaient immobilisées sur le tissu. Il n'utilisait pas ses poings. Il disait que c'était pour les hommes ordinaires et qu'il n'était pas ordinaire. Il avait d'autres méthodes, des méthodes plus discrètes. Le genre qui ne laissait pas de marque visible. Clara. La voix de Silas était rude. J'ai appris, continua-t-elle, devant finir maintenant qu'elle avait commencé. J'ai appris à cuisiner parfaitement, à nettoyer parfaitement, à sourire parfaitement, à être la possession parfaite. Pendant 7 ans, j'ai été parfaite. Puis il est mort, et j'ai découvert que la perfection ne suffisait pas. Il avait laissé des dettes, la maison, le magasin. Tout est allé au créancier. Je n'avais plus que les vêtements que je portais et la réputation d'une veuve incapable de gérer les affaires de son mari. Elle leva enfin les yeux et vit que Silas s'était rapproché, tout en conservant une distance prudente. Son visage, éclairé par le feu, était difficile à déchiffrer. C'est pour ça que tu as peur? Quand je t'ai ramené à l'abri de la tempête, il venait dans ma chambre tous les soirs. Les mots sortirent dans un murmure à peine audible. Tous les soirs, pendant 7 ans, j'ai appris à m'évader mentalement. Mais mon corps se souvient quand tu m'as touché. Juste à ce moment-là, j'étais revenu là-bas.
Silas se leva brusquement et pendant un instant, elle crut qu'il allait partir. Tempête ou pas tempête. Au lieu de cela, il saisit le tisonnier et poignarda le feu avec une force inutile. « Je suis désolé, dit-elle, je n'aurais pas dû. »« Non, dit-il en se retournant vers elle, et elle fut choquée de voir la rage dans ses yeux. « Pas contre elle, réalisa-t-elle, mais pour elle. Ne t'excuse pas d'avoir survécu. » Il retourna s'asseoir, mais la distance prudente avait disparu, remplacée par autre chose. « Tu veux savoir pourquoi j'ai du sang sur les mains? Je vais te le dire. J'ai tué des hommes, des dizaines d'hommes. J'ai commencé à 19 ans, quand je montais à cheval avec l'armée. Une attaque Apache sur une colonie. J'ai trouvé une famille, un homme, une femme, 3 enfants. Ce qu'on leur avait fait, il s'interrompit, la mâchoire crispée. Nous avons traqué les raiders pendant 2 jours, puis nous les avons rattrapés près d'un point d'eau. L'officier voulait des prisonniers pour obtenir des informations. Mais j'ai regardé ces hommes et j'ai vu cette famille. Alors j'ai commencé à tirer. Je n'ai pas arrêté avant qu'ils soient tous morts. L'officier voulait me traduire en cour martiale, mais les autres éclaireurs ont confirmé ma version des faits, selon laquelle j'avais agi en légitime défense. Clara se retrouva penchée en avant, attirée par la douleur dans sa voix. C'était la première fois. D'après, c'est devenu plus facile. Trop facile. Quand j'ai quitté l'armée, tuer était devenu quelque chose que je faisais bien. Alors j'ai continué, mais cette fois pour l'argent. Des meurtriers, des voleurs, des hommes qui faisaient du mal, se surprit-il à penser. Des hommes qui faisaient du mal à des gens plus faibles qu'eux. Je me disais que je faisais ce qu'il fallait. Mais en vérité, j'y avais pris goût. Qu'est-ce qui a changé? J'ai suivi un homme jusqu'à une cabane dans le Colorado. Bill Morrison était recherché pour avoir tué un commerçant. Je l'ai trouvé, d'accord, avec sa femme et son bébé. Elle ne devait pas avoir plus de 17 ans. Cette fille m'a supplié de ne pas l'emmener. Elle m'a dit qu'il était tout ce qu'ils avaient. Il s'est frotté le visage. Je l'ai emmené quand même. Je l'ai ramené vivant. J'ai touché ma prime. Une semaine plus tard, j'ai appris que la fille était morte. Elle avait simplement abandonné. Ils ont dit, elle a arrêté de manger. Elle a arrêté de s'occuper du bébé. Le vent soufflait en rafale, faisant craquer les murs. Clara serra son châle autour d'elle. C'est là que je suis rentré à la maison. Silas continua. Je me suis dit que j'avais fait assez de dégâts, que maman était de plus en plus fragile, que le ranch avait besoin de travail. Je pensais que si je travaillais la terre assez dure, si je restais loin des gens, le sang finirait peut-être par s'effacer. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Puis Clara fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle tendit la main et toucha la sienne. Juste brièvement, un simple effleurement des doigts, mais il se figea complètement. « Nous formons un couple, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, la femme brisée et le mari taché de sang. « C'est ce que nous sommes. » Sa voix était étrange, mari et femme sur le papier, et en vérité, elle retira sa main. « Je ne sais pas. Je ne sais plus à quoi ressemble la vérité. » Silas se leva, avec des mouvements prudents et délibérés. « Il est tard. Tu devrais te reposer. » Mais quelque chose avait changé entre eux avec leur confession. Un mur invisible s'était effondré. Clara se retrouva debout, elle aussi, face à lui, de l'autre côté de la petite pièce. Silas. Elle dut forcer ses lèvres soudainement sèches à prononcer son nom. « J'ai tellement froid la nuit. » La chambre. Elle est loin du feu et avec la tempête. Elle ne put finir. Elle ne put exprimer ce qu'elle demandait. Mais il comprit. Elle le vit dans la façon dont il retint son souffle, dont ses mains se crispèrent et se détendirent à ses côtés. « Clara, je ne pense pas que je ne demande que de la chaleur, de la compagnie, de ne pas être seule pendant que le monde se déchire dehors. » Il la regarda longuement et elle vit la guerre dans ses yeux. Puis, lentement, il acquiesça. Elle le conduisit à la chambre, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. C'était de la folie. C'était dangereux. Mais le besoin de contact humain, de quelque chose de réel et de chaleureux dans tout ce vide froid, l'emportait sur la prudence. Elle grimpa dans le lit, tout habillée, et se dirigea vers le côté le plus éloigné. Au bout d'un moment, le matelas s'affaissa lorsque Silas la rejoignit, lui aussi entièrement habillé, prenant soin de garder ses distances, même dans cet espace confiné. Ils restèrent allongés, raides comme des planches, sans bouger, respirant à peine. La tempête hurlait sa fureur et la maison gémissait en réponse. Puis, peu à peu,
la chaleur entre eux commença à monter. Clara se détendit, son corps se souvenant de ce que c'était que de ne pas être seule dans le noir. Clara? Sa voix était à peine audible malgré le vent. Cet homme, votre mari, vous a-t-il jamais fait ressentir autre chose que de la peur? Elle pensa à mentir, puis décida qu'ils avaient dépassé ce stade. Non, jamais. Je me demandais si quelque chose n'allait pas chez moi, si j'étais brisée à l'intérieur. Les autres femmes parlaient de devoir, mais aussi de plaisir. Je ne ressentais rien d'autre que de la terreur. Il n'y avait rien qui n'allait pas chez toi. Sa voix était féroce. Tu m'entends? Rien. Des larmes lui brûlaient les yeux dans l'obscurité. Elle le sentit bouger. Sentit sa main trouver la sienne à travers l'espace qui les séparait. Juste ça. Juste une simple poignée de main, mais cela la stabilisa. Raconte-moi quelque chose de bien, murmura-t-elle. Quelque chose d'avant tout ce sang et ces fantômes. Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Quand j'étais petit, j'avais un chien, un petit bâtard laid qui était arrivé à moitié affamé un hiver. Maman disait qu'on ne pouvait pas se permettre une bouche supplémentaire, mais papa m'a laissé le garder. On l'appelait Badger à cause de son tempérament. Elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Ce chien me suivait partout. Il dormait sur mon lit malgré les règles de maman quand j'avais 12 ans et que papa était mort. Badger était le seul avec qui je pouvais pleurer. Que lui est-il arrivé? Il a vécu jusqu'à un âge avancé. Il est mort paisiblement dans son sommeil l'été avant que je m'engage dans l'armée. Je l'ai enterré sous le grand chêne derrière la maison. Ce vieux chien me manque encore. Clara lui serra la main. C'est un bon souvenir, à ton tour. Quelque chose de bien. Elle fouilla dans ses années d'obscurité et finit par trouver une lueur d'espoir. Ma mère m'a appris à lire. C'était notre secret. Mon père n'approuvait pas les femmes instruites, mais elle avait été enseignante avant de se marier. Elle ne supportait pas l'idée d'élever une fille ignorante. Nous volions des moments quand il était absent. Blottie sur ses quelques précieux livres. Elle est morte quand j'avais 12 ans, mais elle m'a donné ça, la capacité de m'évader dans les mots quand le monde devenait trop dur. Comment s'appelait-elle? Grace. Elle s'appelait Grace. Ils ont parlé toute la nuit, échangeant des histoires comme des pièces de monnaie précieuses. De petits moments de lumière dans toute cette obscurité. Son premier cheval, sa cachette préférée quand elle était enfant. La fois où il avait vu un aigle emporter un lapin adulte. Le poème qu'elle avait mémorisé et qui lui apportait encore du réconfort aux heures précédant l'aube. La fatigue les avait rattrapés. Clara se réveilla dans la lumière grise qui filtrait à travers les fenêtres couvertes de givre et dans un étrange silence étouffé qui signifiait que la tempête était passée. Elle avait chaud, merveilleusement chaud, et il lui fallut un moment pour comprendre pourquoi. Pendant leur sommeil, ils s'étaient rapprochés. Le bras de Silas était autour de sa taille, son dos appuyé contre sa poitrine. Elle pouvait sentir son souffle sur sa nuque, régulier et profond. Pendant un instant, elle resta immobile, attendant que la panique la submerge. Mais cela n'arriva pas. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose de complètement différent. Elle se sentait en sécurité, protégée, enlacée, sans être piégée. C'était si étrange, si inattendu, que des larmes coulèrent sur ses joues. Silas remua et elle sentit le moment où il se réveilla complètement, où il prit conscience de leur position. Il commença à s'éloigner, mais elle attrapa sa main et la maintint en place. « Non, murmura-t-elle, s'il te plaît, juste un peu plus longtemps. » Il se détendit progressivement, ses bras se refermant plus fermement autour d'elle. « Très bien. » Ils restèrent allongés ainsi tandis que le monde extérieur commençait à s'éclairer. Deux âmes blessées trouvant un refuge inattendu l'une dans l'autre. La tempête était passée, mais quelque chose de nouveau avait pris racine dans son sillage. Pas l'amour, pas encore. Ils étaient tous deux trop méfiants, trop blessés pour cela, mais une possibilité, un espoir. Et pour l'instant, cela suffisait. Le printemps arriva lentement dans le Wyoming, luttant contre l'hiver pour chaque centimètre de terrain. La neige se retira dans les montagnes, laissant derrière elle de la boue et les premières pousses vertes courageuses. Clara observa la transformation depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'elle avait besoin de pain. Ses mains travaillaient la pâte avec une aisance acquise par l'habitude. 3 mois s'étaient écoulés depuis la tempête de neige, depuis cette nuit de confession et de réconfort prudent. Ils étaient retournés dans des chambres séparées le lendemain,
Mais quelque chose de fondamental avait changé. La danse prudente de l'évitement était devenue autre chose, un rapprochement progressif, comme deux créatures sauvages apprenant à se faire confiance. Silas dormait encore dans la grange certaines nuits, mais c'était désormais par choix plutôt que par nécessité. Parfois, Clara le trouvait là tôt le matin, parlant doucement aux chevaux, et il levait les yeux vers elle avec quelque chose qui s'apparentait à de la chaleur dans ses yeux gris tempête. « Le pain lève !» cria-t-elle depuis la porte. « Le café est prêt !» Il apparut depuis le corral, déjà en sueur malgré l'air frais du matin. Ce poulain d'un an progresse bien. Avec un entraînement adéquat, il pourrait faire un bon cheval de selle. Ils s'assirent à table, partageant le silence confortable qui avait remplacé leur lassitude précédente. Clara versa le café, remarquant la façon dont les doigts de Silas effleurèrent les siens lorsqu'il prit la tasse. Un contact qui l'aurait fait paniquer quelques mois auparavant, mais qui ne provoquait plus qu'un frémissement indéfinissable. « Je pensais aller vérifier le pâturage est aujourd'hui, dit-il. La tempête du mois dernier a peut-être abattu une partie de la clôture. Je pourrais t'accompagner. » Ces mots la surprirent autant que lui. « Si tu as un cheval docile, bien sûr. Je n'ai pas monté depuis des années, mais tu montes un peu. Ma mère m'a appris autrefois. » Elle haussa les épaules. Edgar n'approuvait pas. Il disait qu'il n'était pas convenable pour la femme d'un marchand de galoper à cheval. Silas serra les mâchoires comme il le faisait toujours quand on mentionnait son défunt mari. « J'ai une jument qui conviendra, douce comme un agneau. » Une heure plus tard, Clara se retrouva montée sur une jument brune nommée Molly, essayant de se souvenir des leçons apprises il y a longtemps. Son corps protestait contre cette position inhabituelle. Mais alors qu'il s'éloignait du ranch au pas, sa mémoire musculaire commença à revenir. « C'est ça », l'encouragea Silas, la regardant d'un œil approbateur. « Laissez-la faire le travail. Contente-toi de suivre son mouvement. » Ils traversèrent des prairies qui s'éveillaient avec la croissance printanière. Ils passèrent devant des bovins éparpillés, engraissés par l'herbe nouvelle. Le ciel s'étendait à l'infini au-dessus d'eux, d'un bleu si pur qu'il faisait mal aux yeux. Clara sentit quelque chose de nouveau dans sa poitrine, une tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle en avait oublié l'existence. « C'est magnifique », elle respira. « Attends de voir les fleurs sauvages en juin, des prairies entières couvertes de castillejas et de lupins. Maman disait que c'était comme si Dieu avait renversé sa boîte de peinture. Ils trouvèrent la clôture endommagée, sur laquelle un arbre mort était tombé. Pendant que Silas s'efforçait de la dégager, Clara marcha le long de la clôture, ramassant les légumes verts du début du printemps qu'elle reconnaissait. Pissenlit, chénopas de blanc, oignons sauvages. « Tu prévois un festin ?» demanda-t-il en la regardant remplir les poches de son tablier. « Ils sont bons à manger si tu sais comment les préparer. Ma mère appelait ça la salade des pauvres, mais j'ai toujours aimé son goût. Je n'ai jamais beaucoup aimé les légumes verts, admit-il en soulevant le poteau de clôture cassé. Ma mère essayait de me faire manger correctement, mais après son décès, je pourrais t'apprendre. Clara lui proposa de lui parler des plantes. Je veux dire, qu'est-ce qui est bon à manger? Qu'est-ce qui a des vertus médicinales? Il interrompit son travail pour la regarder, et elle vit dans son regard quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. J'aimerais bien. Ils travaillèrent ensemble pour réparer la clôture. Clara tenait les poteaux pendant que Silas les enfonçait. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant la terre et libérant le parfum de la sauge et de l'herbe nouvelle lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin pour se reposer. Il partagea l'eau de sa gourde. Clara remarqua la façon dont sa chemise collait à son dos, soulignant les muscles en dessous. « Il fait chaud pour le printemps, dit-il, et sans cérémonie, il retira sa chemise pour s'essuyer le visage. Clara retint son souffle. Elle savait qu'il avait des cicatrices, elle les avait senties à travers le tissu cette nuit-là en décembre, mais les voir à la lumière du jour étaient différents. De longues lignes pâles traversaient sa poitrine et son dos. Certaines étaient anciennes et estompées, d'autres plus récentes, l'histoire de la violence écrite sur sa peau. Elle avait dû faire du bruit, car il leva brusquement les yeux, puis baissa le regard vers lui-même. Sa main fit un mouvement comme pour attraper sa chemise, puis s'arrêta. « C'est laid à voir. Je sais. » Non. Elle bougea sans réfléchir, réduisant la distance entre eux. « Ce n'est pas affreux. Ce sont la preuve que tu as survécu. » Sa main se leva,
s'attarda près d'une cicatrice particulièrement violente qui allait de l'épaule aux côtes. Je peux? Il acquiesça, incapable de parler. Ses doigts suivirent la ligne de chair abîmée, aussi doux que des ailes de papillon. Il frissonna. Elle ne savait pas si c'était à cause de son toucher ou de ses souvenirs. Apache? Demanda-t-elle doucement. Les Comanches m'ont capturé alors que j'étais séparé de mon unité. Sa voix était rauque. Ils pensaient m'avoir tué. Ils m'ont laissé pour mort. Il m'a fallu 3 jours pour ramper jusqu'au camp. Sa main se déplaça vers une autre cicatrice. Celle-ci était ronde et plissée. Une balle de chasseur de primes. L'homme ne voulait pas se rendre sans combattre. Chaque cicatrice avait une histoire. Chaque marque représentait un moment où la mort l'avait touché sans le tuer. Clara se surprit à les cartographier toutes. Cette géographie de la survie. Quand elle leva les yeux, elle le trouva en train de la regarder avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Vulnérable et affamée à la fois. Clara. Son nom était à peine un murmure. Elle aurait dû reculer. Elle revint à une distance sûre. Au lieu de cela, elle posa sa paume à plat sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa main. « Je te vois, dit-elle, tout entier, et je n'ai pas peur. » Il attrapa sa main et la pressa plus fort contre sa poitrine. « Tu devrais avoir peur, tu devrais fuir loin et vite un homme comme Mwemoisani. » Où irais-je? Elle voulait que cela semble léger, mais cela sortit avec une vérité crue. « Tu es mon foyer maintenant, Silas Boone. Tu es mon refuge. » Il poussa un son comme s'il avait reçu un coup de poing, puis l'attira contre lui. Pas brutalement, pas avec exigence, mais avec une attention désespérée. Elle sentit la chaleur de sa peau. Elle sentit l'odeur de la sueur, du cuir et de quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Son corps, qui n'avait connu que la peur et le dégoût du contact des hommes, se détendit dans ses bras. « Ça va? » demanda-t-il contre ses cheveux. « Oui, et même mieux que ça. » Pour la première fois de sa vie, elle voulait se rapprocher. Ils restèrent ainsi, debout sous le soleil printanier, se serrant l'un contre l'autre comme des naufragés. Puis Molly Hennett, rompant le charme, et ils s'écartèrent. « Nous devrions rentrer, dit Silas, mais il souriait, un vrai sourire qui transformait son visage. Le trajet du retour fut silencieux, mais chargé d'une nouvelle conscience. Clara se surprit à lui jeter des regards furtifs, remarquant des choses qu'elle avait été trop effrayée pour voir auparavant. La façon dont ses mains tenaient les rênes, fermement mais doucement, la ligne de sa mâchoire, la largeur de ses épaules, la façon dont il montait à cheval comme s'il était né pour cela. Ce soir-là, alors que Clara préparait le dîner à partir des légumes verts qu'elle avait cueillis et des dernières réserves de l'hiver, elle sentit son regard posé sur elle. Elle se retourna et le trouva dans l'embrasure de la porte, sa chemise correctement boutonnée, mais avec cette nouvelle chaleur toujours dans les yeux. « Ça sent bon. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste Clara Rara. » Il entra dans la cuisine. « Je peux te poser une question? » Elle acquiesça, la main toujours sur la vaisselle. « Cette nuit de décembre, pendant la tempête, quand tu m'as demandé de rester, est-ce que tu... » Il s'arrêta, puis reprit. « J'ai besoin de t'asseoir si c'était juste parce que tu avais froid et peur, ou si ce n'était pas seulement à cause du froid, admit-elle. Je voulais me sentir en sécurité et tu m'as rassuré. » Elle se tourna alors vers lui. « Maintenant, je veux plus que la sécurité. » Ces mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. Silas traversa la cuisine en 2 enjambées, puis s'arrêta juste hors de portée. « J'ai besoin que tu sois sûr, dit-il. Je ne suis pas lui. Je ne serai jamais lui. Mais je reste un homme aux mains rugueuses et au passé trop sanglant. J'ai besoin de savoir que tu me vois clairement. » « Je te vois. » Elle réduisit la distance entre eux, posa ses mains sur sa poitrine. « Je vois un homme qui dort dans des granges pour qu'un étranger se sente en sécurité, qui transporte des créatures blessées sur 8 kilomètres pour les aider, qui parle doucement aux chevaux et durement à personne. Je te vois, Silas. » Cette fois, quand il l'embrassa, elle était prête. Ses lèvres étaient prudentes sur les siennes, interrogatives, et elle répondit de tout son corps. « Oui, oui, oui. » Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, il posa son front contre le sien. « Je ne suis pas doué avec les mots, dit-il. Je ne l'ai jamais été, mais tu dois le savoir. Tu m'apprends des choses que je ne savais pas pouvoir apprendre, comme le fait que le sang finit peut-être par s'effacer avec le temps et la raison, comme le fait qu'une chose brisée peut guérir si on s'en occupe correctement.
Clara sentit des larmes couler sur ses joues. Nous prenons soin l'un de l'autre, c'est vrai. Ils dînèrent plus près l'un de l'autre que d'habitude, leurs genoux se touchant sous la table. Lorsque la nuit tomba et que Clara se leva pour se rendre dans sa chambre, Silas lui saisit la main. « Reste. » Le mot sortit brutalement. « Pas pour je dors mieux quand tu es près de moi. » Elle lui serra la main. Moi aussi. Ils s'allongèrent dans son lit étroit, toujours entièrement habillés, mais enlacés. Dehors, les coyotes hurlaient à la lune montante et le vent chantait dans l'herbe. À l'intérieur, deux hommes blessés poursuivaient leur lent travail de guérison, un geste délicat à la fois. « Silus » murmura Clara dans l'obscurité. « H, cet endroit dans mon esprit où j'avais l'habitude de m'échapper. Je n'y vais plus. » Il la serra plus fort dans ses bras. « Où vas-tu à la place? »« Ici, je reste ici avec toi. » Elle sentit son sourire contre ses cheveux. « Bien. C'est bien. » Le sommeil vint plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des années, enveloppé dans la sécurité et la promesse de quelque chose qui pourrait un jour s'épanouir en amour. La maison qui avait abrité la solitude abritait désormais l'espoir, fragile comme l'herbe printanière, mais tout aussi déterminée à pousser. Le lendemain matin, il y aurait du travail et des défis à relever dans la lente construction d'une vie commune. Mais pour l'instant, dans l'obscurité tranquille, ils se serraient l'un contre l'autre et osaient croire en une seconde chance. La lune traçait sa trajectoire dans le ciel, quelque part dans la vaste nuit du Wyoming. Un hibou ulula, non pas en signe de deuil, mais pour célébrer la chasse, la survie, la vie qui continuait malgré tout. Le lendemain matin, après leur première nuit ensemble, en tant que mari et femme, véritablement ensemble, avec toute la tendresse et le tremblement que cela impliquait, Clara se réveilla seule. Pendant un instant, la panique lui serra la gorge. Puis elle entendit le bruit de coups de marteau provenant de l'extérieur et se détendit contre les oreillers qui portaient encore l'odeur de Silas. Elle se leva lentement. Son corps lui semblait différent. Elle n'avait pas mal, il avait été si prudent, si patient, s'arrêtant chaque fois qu'elle se crispait, attendant qu'elle prenne les devants. Cela n'avait rien à voir avec ses expériences précédentes. Celle-ci avait été axée sur la prise. Celle-ci avait été axée sur le don, le partage, deux personnes trouvant la lumière dans l'obscurité de l'autre. Elle s'habilla avec soin, ses doigts s'attardant sur les marques laissées par ses mains douces. Pas des bleus, arrête, mais autre chose. La preuve d'une passion librement donnée et reçue. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la femme qui lui rendait son regard. Ses joues étaient colorées, ses yeux brillants d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Dans la cuisine, elle trouva du café déjà préparé et une fleur sauvage, une rose des prairies, posée sur la table où elle s'asseyait habituellement. Un geste si simple, mais qui lui serra la gorge d'émotion. Par la fenêtre, elle pouvait voir Silas travailler sur le poulailler, le renforçant contre les prédateurs. Il avait de nouveau retiré sa chemise dans la chaleur du matin, et elle observait le jeu des muscles sous la peau marquée par les cicatrices avec un sentiment de propriété qui la surprit. « À moi », pensa-t-elle, et ce mot ne l'effrayait plus comme autrefois. Elle était en train de préparer de la pâte à biscuits lorsqu'elle entendit des chevaux approcher. Plusieurs chevaux galopant à toute allure. Silas les entendit aussi, se redressa de son travail et attrapa nonchalamment le fusil qui ne quittait plus son bras ces derniers temps. 3 cavaliers apparurent au sommet de la colline. Clara sentit son sang se glacer. Elle reconnaissait la silhouette qui menait le groupe. Elle l'aurait reconnu n'importe où, malgré les mois qui s'étaient écoulés. Samuel Morrison, le cousin d'Edgar, celui qui avait tenté de la revendiquer après la mort d'Edgar, celui qui l'avait poussé à fuir le Missouri avec pour seul bagage un espoir désespéré. « Reste à l'intérieur », dit Silas calmement, sans quitter des yeux les cavaliers qui approchaient. Mais Clara avait passé trop d'années à se cacher. Elle sortit sur le porche, le menton levé, même si ses mains tremblaient là où elle agrippait son tablier. Samuel s'arrêta juste à l'extérieur de la cour, ses yeux pâles la repérant immédiatement. Elle remarqua qu'il avait maigri et qu'il y avait dans son visage une méchanceté qui avait toujours été là, mais qui était désormais évidente. « Bonjour, Clara », dit-il en touchant le bord de son chapeau en signe de courtoisie moqueuse. « Je vous cherche depuis un certain temps, Monsieur Morrison. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne se sentait. « Vous avez fait un voyage inutile. Je n'ai rien pour vous. C'est là que vous vous trompez. » Il descendit de cheval, ses 2 compagnons restant sur leur monture,
mais vigilant. Vous voyez, quand Edgar est mort, il a laissé des dettes que sa veuve doit payer. J'ai payé ce que j'ai pu. La maison, le magasin, tout a été vendu. Tout. Le sourire de Samuel était hideux. Pas tout à fait tout. Vous voyez, Edgar me devait des services personnels, pourrait-on dire, et il avait promis de me payer en monnaie spécifique. Clara sentit Silas se rapprocher, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Expliquez-moi votre intention, dit Silas d'une voix dangereusement calme. Samuel lui jeta un regard dédaigneux. Vous êtes le nouveau mari. Boone, c'est ça. Le tueur devenu éleveur. Il rit. Clara a toujours eu un penchant pour les hommes dangereux, mais je parie qu'elle ne vous a pas dit toute la vérité sur sa situation. Quoi que vous pensiez vous être dû, dit Silas, vous ne le trouverez pas ici, n'est-ce pas? Samuel sortit un papier de son manteau, un acte de vente signé par Edgar Thornton, daté de 2 mois avant sa mort. Paiement pour services rendus sous forme de... Eh bien, appelons cela de la compagnie. Clara faillit s'effondrer. Non, Edgar n'aurait pas fait ça. Oh, mais si, vous voyez, je l'ai aidé dans certaines affaires. Des affaires délicates, du genre qui pourraient me faire pendre un homme si elle venait d'être révélée. En échange, il m'a promis de vous. Mais il est mort avant d'avoir pu tenir sa promesse. Et vous avez disparu. Ce papier n'a aucune valeur, dit Silas. Un homme ne peut pas vendre ce qui ne lui appartient pas, et il ne l'a jamais possédé, n'est-ce pas? 7 ans de mariage prouvent le contraire. En outre, il y a la question des autres activités d'Edgar, celles que j'ai aidé à dissimuler. Les yeux de Samuel brillaient de malice. C'est incroyable comme certains de ses clients étaient jeunes, très jeunes. Et Clara tenait sa comptabilité, gérait sa correspondance. Eh bien, on pourrait invoquer la complicité. Clara poussa un cri d'horreur. Elle savait qu'Edgar avait des goûts sombres. Mais je ne savais bien que là. Je n'ai jamais... Qui peut dire ce que vous saviez ou ne saviez pas? Samuel haussa les épaules. Mais je suis un homme raisonnable. Venez avec moi maintenant. Honorez l'accord de votre défunt mari et tous ces désagréments resteront enfouis à jamais. Silas tenait maintenant son fusil dans ses mains, sans vraiment viser, mais prêt à tirer. Sortez de ma propriété. Votre propriété. L'un des autres cavaliers prit la parole pour la première fois. C'est ce qu'on a entendu dire. Ça se répand au nom de la veuve, au nom de Madame Thornton. Madame Boone, corrigea Silas, légalement et en bonne et due forme, enregistré au tribunal du comté. Le visage de Samuel s'assombrit. Vous pensez que ça change quelque chose? Vous pensez qu'un bout de papier la rend moins ce qu'elle a toujours été? Attention, avertit Silas. Mais Samuel s'en moquait. Une femme qui écarte les jambes pour le lit et s'ennuie, qui a regardé son mari détruire l'innocence sans rien dire, qui s'est enfuie comme la lâche qu'elle est plutôt que d'affronter la justice. Le fusil était maintenant pointé sur elle. Dernier avertissement. Clara retrouva sa voix. Ça va, Silas. Elle s'avança, repoussant sa main qui la retenait. Monsieur Morrison veut la vérité. Très bien. La vérité, c'est qu'Edgar était un monstre. La vérité, c'est que j'ai survécu à lui comme j'ai pu. La vérité, c'est que quand il exporte, je me suis enfui parce que des hommes comme vous. Elle fit face à Samuel. Vous pensez qu'une femme est une propriété que l'on peut se passer comme du bétail. Vous admettez savoir que j'admets d'avoir été jeune, effrayé et piégé. J'admets d'avoir fermé les yeux sur des choses que j'aurais dû voir, car les voir m'auraient tué. Mais je n'ai jamais participé, je n'ai jamais toléré, et je mourrai avant de vous laisser, vous ou n'importe quel autre homme, utiliser ma survie contre moi. La main de Samuel se dirigea vers son arme. Cela peut s'arranger. Le coup de feu résonna de manière assourdissante dans l'air matinal. L'arme de Samuel lui échappa des mains alors qu'il criait, serrant son poignet. Silas actionna le levier du fusil, la douille vide brillant dans la poussière. La prochaine fois, je viserai le centre, dit-il d'un ton neutre. À toi de choisir. Les 2 hommes à cheval levèrent dans les mains, ne voulant pas être mêlés à cela. Samuel serrait sa main ensanglantée, le visage déformé par la rage et la douleur. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Je vais vous dénoncer à la police. Agression, tentative de meurtre. Essayez donc, dit Silas. Expliquez au shérif comment vous êtes entré sur ma propriété, avez menacé ma femme et avez sorti une arme. Expliquez-lui ce qu'il y avait sur ce papier et quel service vous pensiez acheter exactement. Je suis sûr que les gens adoreraient entendre parler des intérêts particuliers d'Edgar Thornton.
Le visage de Samuel pâlit sous la poussière. Tu n'oserais pas. J'ai fait pire pour moins que ça. La voix de Silas était neutre. En fait, j'ai traqué des hommes à travers 3 territoires. Je les ai ramenés morts ou vivants. Ça m'était égal. Tu crois que j'hésiterais à protéger ce qui m'appartient? Elle n'en vaut pas la peine. Samuel cracha. Une marchandise usagée et souillée. Le fusil crépita à nouveau. Cette fois, la balle passa si près de la tête de Samuel qu'il sentit ses cheveux s'écarter. Il tomba à genoux dans la poussière. Lève-toi, ordonna Silas. Monte immédiatement à cheval. Ne reviens pas. N'envoie personne d'autre. Ne prononce même plus son nom. Parce que je le saurai et je viendrai te chercher et nous aurons une conversation d'un autre genre. Une conversation qui se terminera par toi servant de repas aux coyotes. Compris? Samuel acquiesça frénétiquement, se précipitant vers son cheval. Les 3 hommes s'éloignèrent dans un nuage de poussière. Samuel serrait sa main blessée. Silas attendit qu'il soit hors de vue avant de baisser son fusil. Ce n'est qu'alors que Clara vit à quel point ses mains tremblaient. Elle s'approcha de lui, l'enlaça par derrière et pressa son visage contre son dos. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû te le dire. » Il se retourna dans ses bras et la serra fort contre lui. « Ne t'excuse pas pour les péchés de ce salaud, mais pour ce qu'il a dit à propos d'Edgar, à propos de ce que j'aurais pu savoir. » « Je m'en fiche. » Il s'écarta pour la regarder, les mains encadrant son visage. « Tu m'entends? Je me fiche de ce que tu savais ou ne savais pas. Tu as survécu. C'est tout ce qui compte. Tu aurais pu le tuer. Tu le voulais. Son honnêteté était brutale quand il t'a appelé. Quand il a dit que sa mâchoire fonctionnait, je voulais le mettre en pièces. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu regardais. Parce que je veux être meilleur que ça pour toi. Parce que j'ai déjà assez de sang sur les mains sans en rajouter pour satisfaire ma fierté. Clara se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Elle goûta le désespoir et le soulagement, et quelque chose d'aussi intense qu'un feu de prairie. Quand ils se séparèrent, elle pleurait. Et s'il revient, et s'il amène à la police, alors nous ferons face ensemble. Silas essuya ses larmes avec ses pouces, mais je ne pense pas qu'il le fera. Les hommes comme lui sont des lâches dans l'âme. Ils s'attaquent aux personnes vulnérables, isolées. Mais tu n'es plus seul. Non, acquiesça-t-elle. Je ne le suis plus. Ils rentrèrent ensemble. Les jambes de Clara tremblaient sous le coup de l'émotion. Silas la fit s'asseoir pendant qu'il préparait du café frais, ajoutant beaucoup de sucre provenant de leurs précieuses réserves. « Y en aura-t-il d'autres? » demanda-t-il doucement. « De ton passé, je ne sais pas. Peut-être qu'Edgar avait des associés et d'autres cousins. » Elle enroula ses mains autour de la tasse brûlante. « Je suis désolé. Je vous ai causé des ennuis. »« Nos ennuis, corrigea-t-il. Et nous avons tous les deux notre part d'ennuis. Les miens sont juste généralement mieux armés. » Malgré tout qu'elle se surprit à presque sourire. Est-ce que censé être réconfortant? C'est juste vrai. Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent. Clara, ce que Morrison a dit à propos d'Edgar, à propos des jeunes clients. Je m'en doutais, admit-elle, les mots lui restant coincés dans la gorge. La façon dont il les regardait, les rendez-vous privés. Mais j'étais une lâche. Je me disais que j'imaginais des choses, que c'était juste mon esprit perturbé qui voyait le mal là où il n'y en avait pas. Et même si j'avais su avec certitude qu'aurais-je pu faire, qui aurait cru la jeune épouse d'Edgar Thornton plutôt que lui? Tu survivais, et moi? Où étais-je complice par mon silence? Silas prit sa tasse, la posa à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes. Tu veux porter le poids de la culpabilité? Très bien. Porte-le pour avoir gardé le silence, pour ne pas avoir été assez forte pour te défendre. Dieu sait que je porte assez de culpabilité pour nous deux. Mais ne t'avise pas de la porter pour lui, pour ses péchés, pour sa méchanceté. C'est son fardeau à porter dans l'enfer où il brûle. Clara regarda leurs mains jointes. Les siennes étaient tellement plus grandes, marquées par le travail et la violence, mais elles tenaient les siennes comme quelque chose de précieux. Tu penses vraiment qu'il brûle? Je l'espère. Je ne suis pas très croyante, mais j'espère qu'il existe un endroit spécial pour les hommes qui font du mal aux enfants, pour les hommes qui enferment les femmes et appellent cela le mariage. Céleste, elle attendit qu'il la regarde dans les yeux. Je veux que tu saches que ce que nous avons partagé hier soir, ce n'était pas de la gratitude, ni une récompense pour ta protection. C'était
Je sais ce que c'était. Sa voix s'adoucit. La même chose que pour moi. Une revendication, un choix, un commencement. Oui, le mot sortit dans un sanglot. Il la tira sur ses genoux et la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Pour la fille qu'elle avait été, pour les années perdues à cause de la peur, pour les enfants qu'elle n'avait pas pu sauver, pour le poids de la survie qui parfois semblait plus lourd que la mort. Quand ses larmes cessèrent enfin, le soleil était haut dans le ciel et le travail de la journée les attendait, mais ils restèrent assis un moment encore, enlacés dans le silence de la cuisine. Nous devrions aller voir les chevaux, finit par dire Silas. Les coupes de feu ont pu les effrayer. Clara acquiesça, mais ne bougea pas. Silas, ce que tu as dit à Morrison à propos de protéger ceux qui t'appartiennent, c'était trop? Je sais que certaines femmes n'aiment pas ça. Non, elle posa sa main sur son cœur, sentant ses battements réguliers. Ce n'était pas trop. Je n'ai jamais appartenu à personne auparavant. Pas vraiment. Edgar me possédait comme il possédait ses oiseaux de cristal, mais appartenir à quelqu'un par choix, c'est différent. En quoi est-ce différent? Elle y réfléchit. C'est comme la différence entre une cage et une maison. Les deux ont des murs, mais dans l'une, tu es enfermé, et dans l'autre, tu peux partir quand tu le souhaites. Savoir que je peux partir me donne envie de rester. Il lui prit la main et la pressa plus fort contre sa poitrine. Alors, reste avec moi, Clara Boone. Je le ferai, promit-elle, aussi longtemps que tu voudras de moi. Pour toujours, alors. Il était trop tôt pour prononcer de tels mots. Ils ne se connaissaient peut-être que depuis quelques mois, n'étaient vraiment ensemble que depuis quelques heures, mais le temps s'écoulait différemment à la frontière. La vie était rapide, difficile et parfois courte. On apprenait à saisir le bonheur quand il se présentait, à dire la vérité quand on la ressentait, à aimer passionnément parce que demain n'était promis à personne. Ils se levèrent ensemble en se barrant, affrontèrent la journée ensemble. D'autres défis les attendaient. Samuel Morrison pourrait revenir ou envoyer d'autres hommes. Le ranch était constamment menacé par les intempéries et les prédateurs. Leurs hommes meurtris avaient encore besoin de guérir. Mais pour l'instant, à cet instant précis, ils étaient là l'un pour l'autre. Ils s'étaient choisis. Et cela, pensa Clara en regardant Silas vérifier son fusil avant de partir, était en soi un miracle. Le vent de la prairie chantait sa chanson sans fin, et quelque part, un oiseau des prés ajoutait sa voix au cœur. La vie continuait, dure et belle, et elle valait la peine de se battre, de rester, de la revendiquer comme sienne. Le voyage jusqu'au tribunal du comté prit 2 jours. Ils partirent avant l'aube, le chariot chargé de provisions, et Clara vêtue de sa plus belle robe, une simple calicot bleu qui faisait ressortir ses yeux. Silas avait ciré ses bottes et coupé ses cheveux, l'air mal à l'aise mais déterminé dans ses habits du dimanche. « Tu es nerveuse? » demanda-t-il alors qu'il roulait dans la brume matinale. « Oui, » admit Clara. « Mais pas à propos de ça, à propos de ce qui viendra après, » dit-il en lui jetant un coup d'œil. Morrison, lui, est détaillé. Et d'autres comme lui. Le passé a tendance à nous rattraper quand on s'y attend le moins. Alors, il lui coupera les doigts quand cela arrivera. La façon pragmatique dont il le dit la fit sourire malgré ses craintes. Ils s'arrêtèrent pour la nuit dans une auberge, s'inscrivant sans hésitation dans le registre sous le nom de Monsieur et Madame Boone. La femme du propriétaire leur adressa un sourire complice lorsqu'elle leur montra leur chambre. « Des jeunes mariés » demanda-t-elle. « En quelque sorte » répondit Clara, et elle sentit la main de Silas trouver la sienne cette nuit-là dans le lit étroit. Ils s'aimaient avec une urgence née de la compréhension de la fragilité du bonheur. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser un serment plus profond que tous les mots qu'ils avaient prononcés devant le juge. Le chef-lieu du comté de Durham était la plus grande ville que Clara ait vue depuis qu'elle avait quitté le Missouri. Des bâtiments en briques et en bois bordaient des rues bien ordonnées, et elle compta 3 églises, une école et plus de saloons qu'il ne semblait strictement nécessaire. Le palais de justice était solide et imposant, construit en calcaire qui brillait au soleil du matin. À l'intérieur, leurs pas résonnaient sur les sols polis, tandis qu'ils se dirigeaient vers le bureau d'état civil. « Je peux vous aider? » Le greffier était un homme mince, portant des lunettes perchées sur un nez aquilin. « Nous devons enregistrer un mariage, » dit à Silas, légal et en bonne et due forme. Les yeux du greffier s'écarquillèrent d'intérêt lorsqu'il remarqua la beauté évidente de Clara, malgré sa robe simple, et la présence burinée par les intempéries de Silas.
Mariage précédent? Demanda-t-il directement à Clara. Veuve, répondit-elle, le menton levé. Mon mari est décédé il y a 8 mois dans le Missouri. Certificat de décès. Le cœur de Clara se serra. Je ne sais pas, je suis parti rapidement après son décès. Je ne pensais pas qu'il était impossible d'enregistrer un nouveau mariage sans preuve que le précédent avait pris fin, dit le greffier avec une satisfaction évidente. Exigence légale. Silas se pencha en avant et quelque chose dans son attitude fit reculer le greffier. Cette dame dit qu'elle est veuve. Cela suffit. Pas pour la loi. En effet, la voix du greffier était devenue aiguë. Je pourrais perdre mon poste si... Quel est le problème ici? Ils se retournèrent et virent un homme en robe de juge, aux cheveux gris et à l'allure distinguée, qui observait la scène d'un regard perçant. Juge Patterson, le greffier balbutia. Ces personnes veulent enregistrer un mariage, mais la dame ne peut pas prouver que son précédent mari est décédé. Le juge les examina tous les deux, son regard s'attardant sur la façon dont Silas se tenait près de Clara pour la protéger. « Venez dans mon bureau, dit-il. Tous? » Le bureau du juge sentait le cuir et le tabac. Il s'installa derrière son bureau et leur fit signe de s'asseoir. « Bon, dit-il, racontez-moi toute l'histoire, tout. » Clara se regarda Silas, qui lui fit signe d'un signe de tête encourageant, d'abord hésitant. Puis, avec une confiance grandissante, elle raconta tout. Edgar Thornton, le mariage qui était une prison, les dettes et les menaces après sa mort, sa fuite vers le Wyoming et même la récente visite de Samuel Morrison. Quand elle eut terminé, le juge resta silencieux pendant un long moment. Edgar Thornton, dit-il enfin, de Liberty, dans le Missouri. Clara retint son souffle. Vous le connaissiez? Vous saviez qui il était? Il y avait des rumeurs, des murmures, le genre de choses dont les gens honnêtes ne parlaient pas ouvertement, mais que tout le monde savait. Ses yeux étaient gentils mais tristes. « Je suis désolé pour ce que vous avez enduré, Madame Boone, dit-elle fermement. Clara Boone. Un léger sourire traversa le visage du juge. Madame Boone, et vous, monsieur, je crois vous reconnaître également. Silas Boone, ancien militaire, puis chasseur de primes de renom. Oui, monsieur, je me souviens d'une affaire. Il y a 5 ans, vous avez arrêté le gang Watson, 3 frères qui terrorisaient les colons dans tout le territoire. Je m'en souviens. Vous les avez ramenés vivants alors que tout le monde s'attendait à des cadavres. Quand on vous a demandé pourquoi, vous avez répondu que les morts ne pouvaient pas affronter les familles de leurs victimes. Le juge se pencha en arrière. Cela m'est resté en mémoire. Un homme qui comprend que la justice ne se résume pas à tuer. Il ouvrit un tiroir et en sortit des formulaires. Je vais enregistrer votre mariage comme preuve du décès de M. Thornton. Je ferai des recherches par les voies officielles. D'ici là, ma parole suffira à toute fin légale. Juge, protesta le greffier. Le règlement est clair. Monsieur Henshaw. Le juge l'interrompit. Au cours de mes 20 années de carrière, j'ai appris la différence entre la loi et la justice. La loi dit que cette femme a besoin d'un bout de papier. La justice dit qu'elle a suffisamment souffert pour les péchés d'autres hommes. Il se mit à écrire. De plus, j'ai reçu le mois dernier une lettre d'un collègue du Missouri. Edgar Thornton est mort d'une apoplexie le 15 janvier. Je vais demander l'envoi du certificat, mais je ne vois aucune raison de retarder le bonheur de ces braves gens pour des raisons bureaucratiques. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci. Inutile de me remercier. Vivez simplement heureux ensemble. C'est une récompense suffisante. Il signa les formulaires d'un geste théâtral. Légal et conforme à la demande. Monsieur Henshaw va les déposer immédiatement. Le greffier avait l'air d'avoir avalé un citron, mais il acquiesça. Alors qu'il se levait pour partir, le juge les interpella. Monsieur Boone, un petit avertissement. Samuel Morrison a mené l'enquête en ville, cherchant du soutien pour une réclamation ou une autre. La plupart des gens ne s'intéressent pas à ce genre de problème, mais ils pourraient trouver quelques personnes disposées à l'écouter pour le bon prix. J'apprécie l'avertissement et j'apprécie un homme qui protège ce qui lui appartient sans effusion de sang inutile. Nous avons besoin de plus de lois de ce genre dans cette région. Il marqua une pause. Cependant, si Morrison insiste, je suis sûr que vous ferez le nécessaire. Comptez sur moi, répondit Silas calmement. À l'extérieur du palais de justice, Clara clignait des yeux dans la lumière éblouissante du soleil. Le certificat de mariage serré dans ses mains. Un véritable engagement légal. Personne ne pouvait plus dire qu'elle n'était pas Clara Boone.
pas sans défier la loi elle-même. L'hôtel, suggéra Silas. Nous pourrions passer la nuit ici et partir tôt demain matin. Vraiment? Clara hésita. Pourrions-nous d'abord aller à l'église? Je sais que nous sommes déjà légalement mariés, mais j'aimerais bien, si cela ne te dérange pas. Son visage s'adoucit. Laquelle? Ils choisirent la plus petite église, un simple bâtiment blanc avec un clocher modeste. Le pasteur, un jeune homme au regard bienveillant, accepta de célébrer une brève cérémonie en échange d'un petit don. Ce n'était pas très sophistiqué. Pas de fleurs, pas de musique, pas d'invités. Juste Clara et Silas debout devant l'autel, prononçant les mots anciens que des milliards de personnes avaient prononcés avant eux. Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie. Lorsque le pasteur dit à Silas qu'il pouvait embrasser sa femme, il le fit avec une telle tendresse que Clara sentit ses genoux fléchir. C'était ce qui lui avait été volé la première fois, la sainteté du choix, le caractère sacré d'un engagement volontaire. Ils trouvèrent un hôtel respectable près du palais de justice et dînèrent au restaurant. Clara remarqua que les autres clients les regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec jugement, quelques-uns avec ce qui pouvait être de l'envie. Elle se rendit compte qu'elle s'en moquait, qu'ils regardent, qu'ils se posent des questions. Dans leur chambre, ce soir-là, Silas sortit un petit paquet emballé. « Cadeau de mariage », dit-il presque timidement. « Ce n'est pas grand-chose, mais je l'ai vu et j'ai pensé. » À l'intérieur se trouvait une fine bague en or, simple, mais authentique. Clara eut la gorge serrée. « Elle appartenait à ma mère », expliqua-t-il. « Je l'ai gardée dans ma sacoche tout ce temps. Je n'ai pas pu me résoudre à la vendre, même quand les temps étaient durs. »« Et toi ?»« Oui, murmura-t-elle en tendant la main. Il la glissa à son doigt. Elle lui allait comme si elle avait été faite pour elle. Voilà. Maintenant, tout le monde saura que tu es prise. » Il le savait déjà, dit-elle en touchant la bague avec émerveillement. Tu as dit à Morrison que j'étais à toi, mais cela leur montre que c'est moi qui l'ai choisi. L'as-tu choisi? Elle répondit en l'attirant vers elle pour un baiser qui ne laissait aucune place au doute. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés enlacés dans le lit moelleux de l'hôtel, Clara traça des motifs sur son torse. Nous devrions repartir à l'aube. Il faut s'occuper des animaux. Il acquiesça, déjà à moitié endormi. Silas, ce que le juge a dit à propos des investigations de Morrison. Je m'en occuperai. Il la serra plus fort dans ses bras. Nous nous en occuperons ensemble. Ensemble, répéta-t-elle, et elle se rendit compte qu'elle y croyait. Ils quittèrent Laramie alors que le soleil peignait le ciel oriental de rose et d'or. Le certificat de mariage était bien rangé dans le sac de Clara, mais le plus important était la bague à son doigt et l'homme assis à côté d'elle sur le siège du chariot. Le voyage de retour fut marqué par une aisance qui n'existait pas auparavant. Ils parlèrent de leurs projets pour le ranch, de l'agrandissement du potager, peut-être de l'ajout d'une vache laitière, de la rénovation du vieux poulailler. Des rêves simples, mais partagés. Alors qu'ils franchissaient la dernière colline avant d'arriver chez eux, Silas arrêta soudainement le chariot. « Qu'y a-t-il? » demanda Clara, inquiète. « Regarde, dit-il en montrant le ranch en contrebas. Au début, qu'elle ne vit rien d'anormal, puis elle remarqua une fine colonne de fumée s'élevant derrière la grange. « Reste ici, » ordonna Silas en attrapant son fusil. « Certainement pas, » rétorqua Clara, les surprenant tous les deux. « Ensemble, tu te souviens? » Malgré la situation, il esquissa un sourire. « Femme, tu vas causer ma perte. »« Pas si je peux l'éviter. » Ils s'approchèrent prudemment, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, Clara vit que la fumée ne provenait pas de leur bâtiment. Quelqu'un avait établi son campement dans le bosquet de peupliers près du ruisseau. Des voyageurs. Peut-être, dit Silas, mais il ne lâcha pas son fusil. Alors qu'ils entraient dans la cour, une silhouette émergea de derrière la grange. Le cœur de Clara se serra. Ce n'était pas Morrison, mais l'un des hommes qui l'accompagnait, celui qui avait fait remarquer que la terre était à son nom. « Monsieur et Madame Boone » cria l'homme en montrant ses mains vides. « Pas besoin d'artillerie. »« Je suis là en paix. »« Dites ce que vous voulez, » exigea Silas. « Je m'appelle Jack Henley. J'étais avec Morrison quand il est venu vous voir, mais je ne suis plus avec lui maintenant. Ce type est fou comme un chien enragé, et je ne veux pas être mêlé à ce qu'il prépare. » À savoir, Henley se tortilla, mal à l'aise. Il a rassemblé des hommes, leur a promis de l'argent facile, leur a parlé d'une fortune cachée, leur a raconté que vous aviez des coffres remplis de l'or de l'armée
datant de l'époque où vous étiez chasseur de primes, et il prévoit de venir le prendre, ainsi que la femme si possible. Kant, la voix de Silas était d'un calme mortel. Bientôt. Peut-être demain soir. Peut-être après-demain. Il attend 2 armes supplémentaires de Cheyenne. Henley croisa le regard. Je me suis engagé pour intimider, pas pour tuer. Et c'est ce qui arrivera s'il vient ici. J'ai pensé que vous méritiez d'être prévenu. Pourquoi? Demanda Clara. Pourquoi nous prévenir? Parce que j'ai vu comment vous vous regardiez, comment vous vous teniez ensemble. Mais Ellen et moi étions comme ça avant que la fièvre ne l'emporte. Sa voix se fit plus rauque. Morrison est le genre d'homme qui détruit les bonnes choses simplement parce qu'il ne supporte pas de les voir exister. Je ne veux pas prendre part à cela. Silas l'observa longuement. Vous cherchez du travail? Henley cligna des yeux, surpris. Je... Quoi? Un ranch de cette taille pourrait avoir besoin d'un coup de main, surtout de quelqu'un qui sait de quel côté se ranger quand les ennuis arrivent. Tu me fais confiance après que j'ai chevauché avec Morrison? Tu t'es éloigné de lui quand cela comptait. Cela compte pour quelque chose. Silas jeta un coup d'œil à Clara, qui acquiesça. Tu dormiras dans la grange pour l'instant. Nous discuterons du salaire plus tard. Pour l'instant, nous devons nous préparer. Henley se dirigea vers la grange en les remerciant chaleureusement. Clara toucha le bras de Silas. Tu es sûr de toi? Un homme qui prévient d'une embuscade est utile. Un homme qui reste à tes côtés pendant une embuscade est inestimable. Nous saurons bientôt de quel genre d'homme il s'agit. Ils passèrent le reste de la journée à se préparer. Silas nettoya et chargea toutes les armes qu'il possédait. Clara remplit des récipients d'eau, prépara des bandages et cuisina des plats qui se conserveraient. Ensemble, ils ont déplacé tout ce qui avait de la valeur dans la maison, barricadé les fenêtres et dégagé des chambres de tir. À la tombée de la nuit, ils se sont assis sous le porche pour regarder les étoiles apparaître. La nuit était paisible, mais ils savaient tous deux que c'était le calme avant la tempête. « Je n'ai pas peur », a déclaré Clara, surprise de constater que c'était vrai. « Non, non. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face. Que nous gagnions ou perdions, que nous vivions ou mourions, au moins nous le ferons en étant nous-mêmes, en étant ceux que nous avons choisi d'être. » Elle regarda son alliance, dont l'or reflétait la lumière de la lampe. « C'est plus que je n'aurais jamais pensé avoir. » Silas la serra contre lui et déposa un baiser sur ses cheveux. « Nous gagnerons, nous vivrons. Et Morrison apprendra ce qui arrive quand on menace un boon. »« 2 boons, corrigea Clara. 2 faveurs. » Il acquiesça, et son sourire était féroce comme celui d'un loup. Quelque part dans l'obscurité, un coyote hurla. Demain ou après-demain, le sang arroserait la terre du Wyoming. Mais ce soir-là, Clara Boone était assise avec son mari sur leur porche, portant la bague de sa belle-mère, légalement mariée et spirituellement liée, et elle ne ressentait aucune peur. Elle était chez elle. Elle était aimée. Elle était prête. Qu'il vienne. L'emprise de l'hiver s'était à peine relâchée lorsque la fièvre s'était installée. Clara remarqua d'abord les joues rouges de Silas, la façon dont il poussait la nourriture dans son assiette au dîner, lorsqu'elle posa une main sur son front, la chaleur qui se dégageait de sa peau la fit halter. « Ce n'est rien, » insista-t-il, mais sa voix était déjà fatiguée d'avoir réparé la clôture toute la journée. À minuit, il brûlait. Clara avait déjà vu de la fièvre, mais jamais comme celle-ci. Silas se débattait dans son délire, appelant des noms qu'elle ne reconnaissait pas, revivant des batailles livrées il y a longtemps. Elle lui baignait le visage avec des linges frais, lui faisait boire de l'eau entre ses lèvres gercées et essayait de ne pas paniquer lorsqu'il ne la reconnaissait pas. « Ne me quitte pas », murmurait-elle en lui tenant de la main alors qu'il combattait des ennemis invisibles. « Tu as promis que nous affronterions tout ensemble. » Jack Henley prouva sa valeur pendant ces jours terribles. Il prit en charge le travail du ranch sans qu'on le lui demande. Il apporta de la neige pour rafraîchir la fièvre de Silas. Il se rendit en ville pour trouver des fournitures médicales. Mais le médecin était en visite dans les colonies du Nord. Il ne reviendrait pas avant plusieurs jours. « Il est fort », lui dit Jack la 3e nuit, la trouvant affalée à côté du lit. « Je l'ai vu se faire tirer dessus et rester debout. Il va s'en sortir. » Mais Clara voyait l'inquiétude dans ses yeux. Silas avait cessé de se débattre, ce qui aurait pu être une bonne chose, sauf qu'il avait également cessé de répondre à sa voix. Il était immobile, comme mort. Seul le léger mouvement de sa poitrine indiquait qu'il était encore en vie.
Elle se glissa dans le lit à côté de lui et se pressa contre son corps brûlant. Écoute-moi, Silas Boone, dit-elle avec férocité. Tu n'as pas le droit de mourir. Pas maintenant. Pas maintenant que je sais enfin ce que signifie être heureuse. Pas maintenant que je... Elle s'étrangla sur les mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute. Je t'aime, tu m'entends? Je t'aime, et je ne te laisserai pas partir. Que ce soit grâce à ses paroles ou à sa volonté farouche, quelque chose changea. Sa fièvre tomba à l'aube, laissant les draps trempés de sueur. Lorsqu'il ouvrit les yeux, son regard était clair pour la première fois depuis des jours. « Clara, dit-il d'une voix rauque, je suis là, répondit-elle en pleurant. Tu as entendu, n'est-ce pas? J'ai dit que je t'aimais, dit-elle clairement. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû te le dire tous les jours. Un soupçon de son ancien sourire effleura ses lèvres. Je t'aime aussi. Même si tu es une infirmière épouvantable, ce bouillon a le goût de l'eau de vaisselle. Elle rit à travers ses larmes, l'embrassa à en perdre la raison, puis alla préparer un meilleur bouillon. Son rétablissement fut lent. La fièvre lui avait fait perdre un poids qu'il ne pouvait se permettre, le laissant faible comme un poulain nouveau-né. Clara ne le laissa pas se lever pendant une semaine, menaçant de l'attacher au lit si nécessaire. Elle lui donna à manger des bouillons riches, du pain moelleux, tout ce qui pouvait lui redonner des forces. C'est pendant cette période, alors qu'elle y apportait de l'eau fraîche, qu'elle sentit pour la première fois un battement, comme des ailes de papillon, contre ses entrailles. Elle posa le seau avec précaution, la main se posant à nouveau sur son ventre, plus fort cette fois. « Oh » soupira-t-elle. Elle s'en doutait depuis des semaines, avec l'absence de ses règles, les nausées matinales, la nouvelle sensibilité de ses seins. Mais c'était la confirmation. Une vie grandissait en elle. Une nouvelle vie créée par amour plutôt que par devoir ou par contrainte. Elle trouva Silas appuyé contre des oreillers, essayant de réparer le harnais malgré ses ordres de se reposer. « Tu es impossible », le gronda-t-elle en lui prenant le cuir des mains. « Je ne supporte pas d'être inutile », grommela-t-il. « Jack fait mon travail et le tien aussi. Ce n'est pas juste. Jack gagne sa vie et il est heureux de le faire. » Elle s'assit sur le bord du lit, soudain nerveuse. « Silas, j'ai quelque chose à te dire. » Son regard se fit inquiet. « Tu te sens mal? Je t'ai donné la fièvre? » « Non, rien de tout ça. Je suis... » Elle prit sa main et la posa sur son ventre encore plat. « Nous allons avoir un bébé. » Le silence s'éternisa tellement qu'elle commença à s'inquiéter. Puis Silas émit un son, mi-rire, mi-sanglot, et l'attira contre lui. « Un bébé, » répéta-t-il, la voix émerveillée. « Notre bébé? Es-tu heureuse? » Elle devait lui poser la question. Elle devait savoir. « Je sais. Nous n'avons jamais parlé d'enfants, et avec Morrison toujours en liberté. » « Heureux? » Il s'écarta pour la regarder, et elle vit des larmes sur ses joues. « Clara, je pensais avoir épuisé toutes mes chances d'avoir de bonnes choses. Je pensais que le mieux que je pouvais espérer était de ne pas faire plus de mal. Mais toi, et maintenant ça. » Il posa sa main sur la sienne, sur son ventre. « Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. »« Essaie, » l'encouragea-t-elle doucement. « C'est comme rentrer d'une tempête de neige et trouver un feu qui nous attend. Comme de l'eau après des jours dans le désert. Comme s'il s'était arrêté, frustré. Je t'ai dit que je n'étais pas doué avec les mots. C'étaient de beaux mots. » Elle l'embrassa doucement, consciente de sa faiblesse. « Mais nous devrions probablement travailler ta poésie avant l'arrivée du bébé. Je ne veux pas que tu compares notre enfant à de l'eau dans le désert. » « Notre enfant, » répéta-t-il, et le sourire qui illumina son visage était comme un lever de soleil. « Quand? À la fin de l'été, je pense. Peut-être au début de l'automne. Il faudra agrandir la maison, aménager une chambre pour le bébé et réparer ce vieux berceau dans la grange. C'était le mien. Maman l'a gardé. Il planifiait déjà, oubliant son inactivité forcée. « Doucement, » dit-elle en riant. « Nous avons encore des mois devant nous. » Mais elle aussi faisait des projets. Il faudrait agrandir le jardin. Il devrait nous faire des provisions avant qu'elle ne soit trop grosse pour voyager. Et il devrait trouver un moyen de régler le problème de Morrison avant la naissance du bébé. L'idée de mettre un enfant au monde avec cette menace qui planait au-dessus d'eux. Je vois ce regard. Silas dit, « Pourquoi t'inquiètes-tu pour Morrison? Il est toujours là-bas, occupé à planifier Dieu sait quoi. Plus pour longtemps. » La douceur disparut du visage de Silas, remplacée par la dureté qu'elle avait connue au début. « J'ai réfléchi pendant que j'étais allongé ici, inutile.
Il est temps d'arrêter d'attendre qu'il vienne à nous. Silas, tu n'es pas assez fort. Pas encore, mais je le serai. Et quand je le serai, je partirai chasser une dernière fois. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Tu avais promis d'en finir avec cette vie. C'est le cas. Mais un homme menace ma femme, complote contre ma maison, prévoit de prendre ce qui m'appartient. Ses yeux gris s'assombrirent. Cet homme doit comprendre qu'il y a des conséquences. Que pourrions-nous apporter à la justice? La parole de Henley contre celle de Morrison. Même s'il nous croyait, Morrison disparaîtrait. Il reviendrait quand on s'y attendrait le moins. Il secoua la tête. Non, cela se terminera selon mes conditions. Clara voulait discuter, mais elle savait qu'il avait raison. Morrison était comme un loup enragé. Il ne s'arrêterait pas tant qu'on ne l'aurait pas arrêté. Pas tout seul, dit-elle finalement. Quoi que tu fasses, nous le ferons ensemble. Clara, non, tu ne peux pas me protéger en me mettant de côté. Nous sommes partenaires, tu te souviens, pour le meilleur et pour le pire. Il étudia son visage, puis acquiesça lentement. Ensemble alors, mais pas avant que je puisse monter à cheval sans tomber. Marché conclu. Cette nuit-là, tandis que Silas dormait paisiblement à ses côtés, Clara resta éveillée à élaborer des plans. Morrison pensait avoir affaire à une femme faible et à un homme affaibli. Il se trompait sur les deux tableaux. Elle posa une main protectrice sur son ventre. Cet enfant ne naîtrait pas dans la peur. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'elle doive faire, son bébé viendrait au monde dans un monde où Morrison ne serait qu'un mauvais souvenir. Le lendemain matin, des visiteurs inattendus arrivèrent. Deux cavaliers s'approchèrent lentement, les mains visibles, montrant clairement qu'ils ne représentaient aucune menace. Clara reconnut le shérif Morrison, qui n'avait heureusement aucun lien de parenté avec Samuel, ainsi que le juge Patterson. « Madame Boone, dit le shérif en touchant son chapeau, « désolé de vous déranger. Votre mari est-il là? » « Il se remet d'une fièvre, répondit-elle prudemment. Mais il peut recevoir des visiteurs. Elle les conduisit à l'intérieur où Silas tentait de se raser, les mains tremblantes. Il posa le rasoir, immédiatement alerte malgré sa faiblesse. « Tom, monsieur le juge, qu'est-ce qui vous amène ici? » Le shérif se dandina, mal à l'aise. « J'ai des nouvelles que vous devez entendre au sujet de Samuel Morrison. » Clara posa la main sur l'épaule de Silas. « Qu'y a-t-il à son sujet? Cet homme n'a pas chômé. Il a engagé un avocat de l'Est, un beau parleur du nom de Patton. Ils ont déposé des documents affirmant que votre mariage n'était pas légal, que Clara était toujours liée par un contrat avec Morrison. « C'est ridicule, protesta Clara. C'est le juge lui-même qui a enregistré notre mariage. » « C'est vrai. Le juge Patterson l'a confirmé, et cela restera valable, mais Patton est rusé. Il ne conteste pas directement le mariage. Il invoque une obligation antérieure. Il dit avoir des documents prouvant qu'Edgar Thornton a vendu la compagnie de sa femme pour couvrir ses dettes. « Aucun tribunal ne soutiendrait cela, dit Silas, mais sa voix était tendue. « Aucun tribunal décent, acquiesça le juge. Mais Patton fait pression pour obtenir une audience à Cheyenne, où il pourrait trouver une oreille de plus compatissante. Il y a là-bas des juges qui considèrent encore les femmes comme des objets. Quand? La question de Silas était tranchante. Dans 2 semaines, peut-être 3. Les papiers doivent d'abord être signifiés. L'audience est prévue. Le shérif avait l'air désolé. Je voulais vous prévenir. Vous donner le temps de vous préparer. Ou le temps de fuir, dit Clara avec amertume. Tu ne t'enfuiras pas, dit Silas d'une voix ferme. Aucun de nous ne s'enfuira. Nous affronterons cela au tribunal s'il le faut. Avec quel avocat? Demanda-t-elle. Nous n'en avons pas les moyens. Je te représenterai. Le juge Patterson l'interrompit. Je suis peut-être juge ici, mais je suis toujours membre du barreau en règle, et je n'apprécie pas que des hommes essaient d'acheter et de vendre des femmes comme du bétail sur mon territoire. Une lueur d'espoir jaillit dans le cœur de Clara. Faites cela, jeune femme. J'ai passé ma carrière à essayer d'instaurer une loi équitable dans cette région frontalière. Cela signifie protéger les innocents et s'opposer à ceux qui abusent du système. Ses yeux étaient féroces derrière ses lunettes. De plus, j'aimerais voir ce péton essayer ses astuces de l'Est dans un tribunal de l'Ouest. Après le départ des hommes, qui promirent de les tenir informés, Clara et Silas restèrent assis dans un lourd silence. « 2 fronts maintenant, dit finalement Silas, le juridique et le violent. Nous savions que cela arriverait, dit Clara en essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Je ne les laisserai pas t'emmener.
Sa main trouva la sienne et la serra fermement. Que ce soit par la loi ou par la force, je ne les laisserai pas faire. Je le sais. Elle porta sa main à ses lèvres. Mais Silas, j'ai réfléchi à l'aspect juridique. Et si j'écrivais à certaines des femmes de Liberty, les épouses qui se doutaient peut-être de ce que faisait Edgar, qui ont peut-être éloigné leur fille de son magasin, est-ce qu'elles parleraient? Peut-être si elles savaient que cela pourrait protéger d'autres femmes, si elles savaient qu'elles n'étaient pas les seules à avoir des soupçons. Ça vaut la peine d'essayer. Il la serra contre lui. Tu es brillante. Tu le sais. Je suis désespéré, corrigea-t-elle. Il y a une différence, oui, d'ailleurs. Non, tu es brillante et courageuse et je ne te mérite pas. Arrête ça. Elle l'embrassa fermement. Nous nous méritons l'un l'autre. Nous méritons le bonheur. Nous méritons cette vie que nous construisons. Et je serais maudite si je laisse quiconque nous l'enlever. Cet après-midi-là, pendant que Silas faisait la sieste, ses forces revenant lentement, Clara s'assit à la table de la cuisine avec du papier et un stylo. Les lettres étaient difficiles à écrire, chacune devant trouver le juste équilibre entre vérité et supplication. Elle écrivit à des femmes qu'elle connaissait à peine, des épouses qui lui avaient lancé des regards compatissants, mais qui n'avaient jamais parlé de leurs soupçons. Elle écrivit sur sa propre innocence, son ignorance, sa peur. Elle écrivit sur les secondes chances et l'enfant qui grandissait en elle. Elle écrivit jusqu'à ce que sa main se crispe et que ses larmes brouillent les mots. Jack posta les lettres le lendemain, les envoyant à 3 villes différentes. Il était plus difficile de les intercepter ainsi, expliqua-t-il. À présent, tout ce qu'il pouvait me faire était d'attendre. Attendre des réponses qui pourraient ne jamais venir. Attendre que Silas reprenne des forces, attendre que Morrison passe à l'action, soit devant les tribunaux, soit par la violence. Mais alors que Clara se tenait sous le porche ce soir-là, regardant le soleil se coucher sur leur terre, elle se sentait étrangement calme. Quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, en famille. Car c'est ce qu'ils étaient désormais, réalisa-t-elle. Pas seulement mari et femme, mais une famille avec leur enfant qui grandissait en sécurité sous son cœur et des amis loyaux comme Jack, prêts à les soutenir. Morrison pensait qu'il chassait une proie faible. Il était sur le point d'apprendre ce qui se passait quand on acculait la compagne d'un loup. Des loups. Clara avait appris cela grâce aux histoires de Silas, unis pour la vie. Ils protégeaient leur meute avec une loyauté féroce. Et si vous menaciez leur petit, elle posa une main sur son ventre, sentant à nouveau ce petit mouvement. « Ne t'inquiète pas, ce petit, murmura-t-elle. Ton papa est un loup, et ta maman apprend à le devenir aussi. Nous te protégerons. » À l'intérieur, elle entendit Silas s'agiter et l'appeler. Elle alla le rejoindre, laissant derrière elle la lumière déclinante. Demain apporterait son lot de défis. Ce soir, elle s'allongerait aux côtés de son mari, sentirait leur enfant bouger en elle et saurait que quelles que soient les batailles à venir, ils avaient déjà remporté la plus importante. Ils s'étaient choisis l'un l'autre. Ils avaient choisi l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir, et cela, plus que n'importe quel document juridique ou fusil chargé, les aiderait à surmonter les épreuves. Le printemps arriva dans toute sa splendeur, peignant la prairie de fleurs sauvages qui s'étendait à l'horizon. Clara se tenait à la porte de leur maison agrandie, une main posée sur son ventre gonflé, regardant Silas travailler avec un nouveau poulain dans le corral. Il bougeait à nouveau avec son ancienne grâce. La fièvre n'était plus qu'un souvenir, même si elle se réveillait encore parfois pour vérifier sa respiration. « Une lettre est arrivée !» s'écria Jack en arrivant à cheval de la ville. Il était devenu indispensable ces derniers mois. Un ami aussi fidèle qu'il pouvait l'espérer. Le cœur de Clara fit un bond. Les réponses à ces lettres avaient afflué, certaines utiles, d'autres prudentes, quelques-unes hostiles, mais cette enveloppe portait des sceaux officiels. « Elle vient du juge Patterson », dit-elle en la parcourant rapidement. « L'audience à Cheyenne. L'avocat de Morrison a retiré la requête. »« Quoi? » Silas enjamba la clôture du corral et la rejoignit à grands pas. « Pourquoi ont-ils fait ça? » Clara continua à lire, puis éclata de rire. Elle rit vraiment. 3 femmes de Liberty ont fait des déclarations sous serment au sujet des activités d'Edgar. L'une d'elles tenait un journal intime, avec les noms, les dates, tout. L'avocat de Morrison avait apparemment décidé que son client n'avait rien à gagner à ce que ces informations soient rendues publiques. Silas la serra délicatement contre lui, conscient de son état.
Tu as réussi, femme brillante et courageuse. Nous avons réussi, corrigea-t-elle. Nous tous qui avons refusé de rester silencieux. Mais même s'ils célébraient cette victoire, ils savaient que ce n'était pas fini. Morrison lui-même n'avait pas été vu depuis des semaines. La menace juridique avait peut-être disparu, mais la menace physique demeurait. Elle survint 3 nuits plus tard. Clara se réveilla au son des aboiements d'avertissement de Bella, suivi du bruit des sabots. Beaucoup de sabots. Elle secoua Silas pour le réveiller, mais il était déjà en mouvement, cherchant son fusil. « Combien » murmura-t-elle. « 6, peut-être 7. » Il enfilait ses bottes, vérifiait ses munitions. « Reste à l'intérieur, verrouille la porte derrière moi. » Elle cherchait déjà le fusil de chasse qu'il gardait chargé près du lit. Clara, le bébé. Le bébé a besoin que ses 2 parents soient en vie. Elle resta ferme malgré sa silhouette maladroite. On le fait ensemble ou on ne le fait pas. Il sembla vouloir discuter, puis acquiesça brusquement. La fenêtre de la cuisine, meilleur angle, meilleure couverture. Jack viendra de la grange. Ils se déplacèrent dans la maison sombre avec une aisance acquise par l'habitude. Dehors, les hommes mettaient un pied à terre. Ils ne cherchaient plus à rester discrets. Boone. La voix de Morrison portait clairement. Envoyez cela dehors et tout se terminera pacifiquement. Tu peux trouver une autre femme. Tu ne peux pas trouver une autre vie. La réponse de Silas fut un coup de feu qui envoya Morrison se mettre à couvert. Puis tout explosa. Le verre vola en éclats sous les balles. Clara tira avec le fusil, rechargea, tira à nouveau. Le recul brutal contre son épaule. Elle vit un homme tomber, un autre reculer précipitamment. Le fusil de Jack crépita depuis la grange, les prenant dans un feu croisé. Mais ils étaient trop nombreux. Un homme parvint jusqu'au porche et donna des coups de pied dans la porte. Silas se retourna pour faire face à la menace, laissant la fenêtre exposée. Clara vit Morrison se relever et viser le dos de Silas. Le temps ralentit. Elle agit sans réfléchir, s'interposant dans la ligne de tir au moment où Morrison appuyait sur la détente. Le choc la fit tournoyer. Une douleur brûlante envahit son épaule. Elle entendit Silas rugir, le vit tirer 2 balles sur Morrison avant que celui-ci n'ait pu tirer à nouveau. Puis elle se retrouva sur le sol. Les mains de Silas appuyées sur la blessure. Son visage était terrible au-dessus d'elle. « Pourquoi » disait-il. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que je t'aime » haleta-t-elle. « Parce que notre bébé a besoin de toi. » Le reste fut chaotique. Jack et Silas terminèrent le combat. Les survivants s'enfuirent dans la nuit. Puis des mains douces la soulevèrent. La voix de Silas lui promettait que tout irait bien, même si elle pouvait entendre la peur derrière ses mots. Le médecin, appelé par Jack qui avait roulé à toute vitesse, travailla jusqu'à l'aube. La balle était passée proprement, sans toucher aucun organe vital, mais la perte de sang était importante. Mais Clara était une battante, et elle avait des raisons de se battre. Elle se réveilla et trouva Silas à ses côtés, hagard mais indemne. « Le bébé » demanda-t-elle immédiatement, fort comme sa maman. Silas la rassura, il donnait encore de grands coups de pied. Le sien ou le sien. Quoi qu'il en soit, têtu comme ses 2 parents réunis. Sa voix se brisa. Tu as failli mourir. Tu t'es interposé devant une balle qui m'était destinée, et je le referai. Elle lui serra faiblement la main. C'est ça l'amour. Cela, ça nous rend assez forts pour accomplir des choses impossibles. Morrison est mort. Ses hommes se sont dispersés. Le shérif a pris nos dépositions. Il a dit que c'était clairement de la légitime défense. Il scruta son visage. C'est fini. Clara, c'est vraiment fini. Nous sommes libres. Libres. Ces mots s'abattirent sur elle comme une bénédiction. Clara se remit alors que le printemps laissait place à l'été. Son épaule guérit, laissant une cicatrice qui ressemblait à certaines de celles de Silas. Le jardin fleurissait. Le ranch prospérait et son ventre s'arrondissait et se raffermissait lorsque la douleur commença, un après-midi de septembre. Silas paniqua presque, mais Clara, qui avait affronté des armes, des avocats et des fantômes du passé, releva ce défi avec courage. Leur fils arriva au coucher du soleil, le visage rouge, bruyant et parfait. Ils l'appelèrent James en hommage au père de Silas, et Thomas en hommage au frère disparu de Clara. « Il est magnifique » murmura Silas en tenant son fils dans ses mains tremblantes. « Je n'aurais jamais pensé, jamais imaginé. »
Je sais, dit Clara doucement, en regardant les deux hommes qu'elle aimait le plus au monde. Mais certains rêves valent bien la peine d'attendre. Ce soir-là, alors que Clara somnolait avec le bébé au sein et que Silas veillait comme un loup gardien, Jack apporta une nouvelle inattendue. Le juge Patterson est passé pour vous dire que le territoire a approuvé le financement d'une école à Willow Creek. Il cherche un enseignant. Il sourit à Clara. Il a dit que vous aviez appris à lire et à écrire à certains enfants du coin pendant votre convalescence. Il a pensé que cela pourrait vous intéresser. Enseignante, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Mais elle regarda Silas et vit de la fierté dans ses yeux. Quand James sera plus grand, dit-elle. Peut-être, certainement, corrigea Silas. Cette ville a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui sait que la survie n'est pas la fin de l'histoire, mais le début. Alors que la nuit tombait sur le ranch, Clara serra son fils dans ses bras et s'appuya contre son mari, écoutant les sons familiers de la maison, le vent dans l'herbe, les chevaux hennissant dans le corral, Bella s'installant sous le porche avec un soupir de satisfaction. Ils avaient construit tout cela à partir des cendres et de la peur, de la solitude et de la violence, à partir de deux personnes brisées qui avaient trouvé leur plénitude l'une dans l'autre. Cela n'avait pas été facile, ne serait peut-être jamais facile, mais c'était à eux. « À quoi penses-tu? » demanda Silas doucement. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je serais ici comme ça, je l'aurais pris pour un fou. » Elle lui sourit. « Mais nous y sommes. Nous y sommes. » Il acquiesça en déposant un baiser sur ses cheveux. Madame Boone, mère, future enseignante, est la femme la plus courageuse du territoire du Wyoming. Juste une femme qui a appris à arrêter de fuir, corrigea-t-elle. Qui a trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre? Quelqu'un pour qui cela valait la peine de se battre, ajouta-t-il. Ça aussi. James remua, émettant de petits sons qui allaient bientôt se transformer en demandes de lait. Clara le réinstalla, émerveillée par le miracle de cette nouvelle vie qu'ils avaient créée. Non pas par peur, par contrainte ou par obligation, mais par amour. Le véritable amour, celui qui affrontait sans broncher les balles, les fièvres et les défis juridiques. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître dans le vaste ciel du Wyoming. Demain apporterait de nouveaux défis. Élever un enfant, construire une communauté, créer la vie pour laquelle ils s'étaient battus si durement. Mais ce soir, à cet instant, tout était parfait. Clara May Henderson était devenue Clara Bunn, non pas par achat ou par contrat, mais par choix. Et ce choix, renouvelé chaque jour de 1000 petites façons, les avait transformés tous les deux. La femme brisée et le mari ensanglanté étaient devenus quelque chose de nouveau. Des partenaires, des parents, des personnes qui avaient appris que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais une action. Une décision quotidienne de rester ensemble face à tout ce qui pouvait arriver. Au loin, un loup hurla, non pas de chagrin, mais de joie, appelant sa compagne à des kilomètres de là. Silas sourit, rapprocha sa famille et répondit par un sifflement qui résonna à travers leur terre. Ils étaient chez eux. Ils étaient unis. Ils étaient libres. Et leur histoire, comme la prairie elle-même, s'étendait à l'infini vers l'espoir. Merci d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. Si vous appréciez ces récits de courage et de romance issus de la frontière américaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à nous indiquer d'où vous nous écoutez. Nous aimerions entrer en contact avec d'autres passionnés de romance western à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West pour découvrir d'autres histoires réconfortantes d'amour triomphant dans la frontière sauvage. Partagez vos impressions sur le parcours de Clara et Silas dans les commentaires. Quel moment vous a le plus touché?